la sociologie de la mort. Je sais, ça peut choquer. On peut se dire, waouh, tu vas un peu vite. Mais je sais pas, en fait, je suis tombée complètement... je sais plus si c'était par hasard dessus ou si c'est Femenati dans le chat qui m'avait conseillé des bouquins sur les vieux. Et il y avait le nom de cette chercheuse qui était revenue, Gaëlle Clavandier. Je pense que c'est un peu comme ça. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait fait un truc sur la sociologie de la mort, comment est-ce qu'on vit et on meurt dans la société contemporaine. Et je me suis dit, ah, mais ça a l'air trop intéressant, quoi. Donc, sachant qu'il y a plein de travaux, enfin, il y a tout un courant, plusieurs courants de sociologie et d'anthropologie qui s'intéressent aux questions de la mort. Merci Rigop. Merci pour les 37 mois. Sociologie de ces morts. Putain, ça c'est une bonne idée, ça. Bonne idée de titre YouTube. Merci Rigop pour les 37 mois. Salut Albert. N'hésite pas à nous demander les refs sur le Discord, bien sûr. Avec plaisir, avec plaisir. Je vous dirai pitié, je ne comprends pas. Mais souvent c'est du name dropping, tu sais, ils balancent des noms de trucs et je comprends pas. Bref, les chercheurs font ça aussi, tout le monde fait ça. J'en veux pas aux gens qui écrivent des livres de juste balancer le truc en mode oh bah tout le monde connaît, tu vois. Par exemple, si je vous dis Korogu, tout le monde connaît. Bah ouais, mais il faut quand même jouer aux jeux vidéo pour savoir. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Il faut avoir une base de référence commune. Donc là, je sais pas si elle va faire ça dans Sociologie de la mort, la chercheuse, mais il y a quand même plein de travaux de recherche qui existent sur la mort et d'anthropologie aussi. Donc comment est-ce qu'il y a des rites funéraires, quel est le rapport à la mort, comment est-ce qu'on gère le deuil, la mort et tout, dans plein de cultures différentes. Il y a des travaux de recherche là-dessus. Donc voilà. Oui, effectivement, en thanatologie aussi. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Moi, ça va être full découverte. Hein. Donc je pense qu'on va commencer par l'introduction. Parce qu'en général, c'est quand on découvre un nouveau champ de recherche, c'est le mieux à faire. Très belle Simote Korogu, évidemment. Si la vie, ou plutôt l'expérience de la vie humaine, se traduit par une multitude de sentiments, d'usages, de désirs, la mort, elle, par opposition, ne serait rien. Tout du moins, elle n'est ni accessible à l'expérience directe, ni pensable dans sa réalité même. Ça, je trouve que c'est vraiment le truc qui est hyper deep avec la mort. C'est que tu sais pas ce qui va se passer quand ça arrive, et tu n'arrives pas à le penser, quoi. Enfin, c'est... tu peux imaginer, mais comme personne n'en revient, il y a un truc où c'est... ça fait pas partie de notre réalité, quoi. C'est... En fait, ce qui fait partie de notre réalité, c'est la perte des autres. Parce qu'on voit les autres mourir, mais sinon, c'est très bizarre. Salut Corbeau. Salut Aérine. Vous arrivez dans un moment joyeux. Envers du décor, comme une pliure au plus profond de soi ou comme un ailleurs impénétrable, la mort met bout à bout l'infinitésimal et l'univers. Bien sûr. Au cœur de la vie, puisque le vivant a conscience d'être en sursis face à l'inévitable. Ça dépend qui. Hein. Ça dépend qui. Je le rappelle, il y a des travaux de recherche et des statistiques qui sont en train de sortir sur l'escalade, les randonnées, les sports extrêmes et tout ça. Et les hommes ont tendance à oublier qu'ils peuvent mourir et ils prennent beaucoup plus de risques. Voilà. Donc je pense qu'ils se... Voilà. Dans la socialisation masculine, il y a un truc où ils sont indestructibles. Ils prennent beaucoup plus de risques et ils oublient, quoi. Ah, la plongée, oui. Oui, la plongée, carrément. C'est un bon exemple avec ce qui vient de se passer en plongée, bien sûr, ouais. Les riches en sous-marin, ouais. Donc, au cœur de la vie, puisque le vivant a conscience d'être en sursis face à l'inévitable, la mort est constamment pensée au regard de l'expérience humaine. Donc là, vous voyez, elle met entre parenthèses un travail de recherche qui parle déjà de ça. Qu'elle soit assimilée à un dernier voyage, à une libération, à un sommeil au néant, elle emprunte toujours ses figures et sa métaphore à la vie. C'est ça, en fait, on pense la mort à partir de la vie. Parce que tout ce qu'on connaît, c'est la vie. Donc, si c'est une libération, c'est on est libéré de la vie. Si c'est le dernier voyage, c'est le dernier voyage qui est l'aboutissement de la vie. Le sommeil, c'est tu mets en sommeil la vie. Le néant, c'est le rien par rapport au fait d'être en vie, qui est le tout, quoi. Qui est être vivant face au néant, quoi. Il y a un documentaire Free Climbing qui est pas mal sur ça. Ah, mais oui, j'en ai entendu parler, il a l'air super. Il faut que je me le note. Attendez. Là. Docu Free Climbing. Free Climbing. J'arrive pas à parler en anglais aujourd'hui. Hein. Free Climbing. Il m'avait donné envie ce docu là. Je me le note. Ça peut être sympa, un truc sur l'escalade. On va voir des docus à regarder cet été. On va regarder un docu sur les petits rats de l'Opéra de Paris. De toute façon, c'est prévu vu qu'on a fait une lecture là-dessus. On va se faire des petites semaines documentaires, quoi. Ça va être très bien.
Petit documentaire d'été. Donc voilà, donc on pense la mort, mais que à travers notre expérience de la vie. Sinon, on a du mal à avoir des comparatifs, quoi. Enfin, c'est très dur de le penser, vu que nous, on est vivants. Enfin bref. Face à cette réalité ontologique qui fait de l'homme un homme avec un grand H, c'est toute l'épaisseur de la culture qui se donne à voir dans ce qui lie invariablement la vie et la mort. Oui, bah vie et mort, c'est forcément lié, quoi. Si t'es pas vivant, t'es mort et vice-versa. Attends, quoique... C'est vrai que c'est très binaire. Peut-être qu'il y a des états entre. En vrai, je trouve ça fascinant, par exemple, que les zombies soient aussi présents dans la culture populaire, parce que c'est justement cet état un peu entre. Et si tu n'es pas né... Ah bah, si tu n'es pas né, légalement, tu n'es pas en vie. Hein. C'est le principe de la loi qui régit l'avortement. Hein. La mort de Schrödinger. Oui, après, légalement, justement, tu définis ce qui est en vie ou non. Et il y a les bails avec l'état végétatif, justement, ouais. Mm. Le documentaire, il date de 2014. Valley Uprising. Il était sur Netflix à un moment. La moitié des gars dedans sont morts depuis. Oh là là, mais ça va pas, hein. Si tu es vivant, tu n'es pas né, mais pas mort non plus. Après, légalement, je sais plus quel est le statut exactement. Les sociologues et les anthropologues ne s'y trompent pas, car au lieu de vouloir découvrir les secrets de la mort, ceux-ci étudient le rapport des sociétés et des groupes humains variés à la mort. C'est ça. En fait, quand on est en vie, quel est notre rapport à la mort? C'est ça en général sur lequel on travaille. Si la mort est universelle, ce rapport, lui, à la mort, s'élabore dans un environnement précis. Donc on n'a pas tous le même rapport à la mort, et puis ça dépend aussi des cultures. Les représentations et le vécu de la mort, comme le souvenir des morts, ont de tout temps organisé les relations entre les êtres vivants. Pour une fois qu'il y a un de tout temps qui est vrai, je pense que vraiment, de tout temps, des gens sont morts et on a dû s'organiser autour du fait qu'on était en vie et qu'on pouvait mourir. Ça, c'est bien le propre quand même de la vie humaine. Après, je pense de la vie animale, des animaux non humains aussi, hein, mais, et même des végétaux en vérité, mais je trouve ça intéressant. De tout temps. Oui, moi aussi, quand il y a un de tout temps, je panique, mais là, c'est vrai. Tu vois, de tout temps, il y a des gens qui vivent et qui meurent, quoi. C'est un peu comme si on disait, imagine une nouvelle couleur. La mort, c'est pareil. Tu peux le conceptualiser, mais jamais te l'imaginer réellement. Après, de toute façon, même avec les couleurs, tu vois, c'est vrai que j'avais fait un exercice de philosophie comme ça, Furling, t'as raison, quand j'étais au lycée, là. Le prof, il nous avait fait faire ça de... Ça, c'est du rose. Explique le rose à quelqu'un. Bah, en fait, tu vas donner des objets roses en mode, bah, le cochon, par exemple, c'est rose. Mais en fait, tu n'es incapable de décrire la couleur. Peut-être c'est plus foncé, c'est plus clair, c'est plus foncé que le blanc, c'est plus clair que le rouge. C'est un mélange de ça et ça, mais en fait, c'est toujours en comparaison par rapport à une autre couleur, mais décrire en tant que telle la couleur. C'est juste un concept, en fait. On n'arrive pas. C'est particulier, quand même. Et puis, des fois, on perçoit pas tous et toutes les couleurs de la même manière, en plus. Mais ouais, on n'y arrive pas. C'est ouf. Ça fait réfléchir, hein. Les profs de philo en sueur. Oh, mais j'adore. C'est trop bien. Hein. La philo, c'est vraiment trop bien pour ça. Jusqu'à... Donc voilà, de tout temps, en tout cas, on a organisé les relations entre les êtres vivants. Il y a le souvenir des morts avec... Bah de toute façon, c'est les trucs que retrouve très facilement... Enfin, le plus facilement, j'ai l'impression, Ah, j'arrive pas à dire le mot. Pourquoi j'arrive pas à dire? Je suis en train de faire un mélange entre architecte et archéologue. Pourquoi j'arrive pas à le dire? Oh mon dieu. Oh, j'ai envie de... Je crois que j'ai des problèmes de santé. Faut que j'aille voir la médecin, là. C'est pas possible. Ça a fait archéotech dans ma tête. Ça a fait des trucs... Non! Les gens qui creusent, là, et qui passent des brosses sur des os. C'est horrible. Pourquoi mon cerveau, il fonctionne plus? Certaines couleurs comme le rouge, le noir ou le blanc, on a plus de facilité à l'expliquer. Mais pas les paléontologues! Les archéologues, c'est ça? Paléontologue, c'est lié à une période précise, je crois. Mais non, mais pas les anthropologues! Oh, j'en ai marre, jouais. Jouais, vous faites exprès!
Archéologie, oui, c'est ça. J'ai l'impression que j'avais oublié le mot. J'ai l'impression que quand je disais archéologue, c'était un mot que j'avais inventé. Je vous jure que c'est vrai, il vient de se passer ça dans mon cerveau. J'étais persuadée que je venais d'inventer le mot et que c'était proche, mais que c'était pas ça. Bref, du coup, en archéologie, j'ai quand même l'impression que globalement, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les rites funéraires. Si tu dis trop un mot, il perd de son sens. C'est vrai que ça fait un peu ça, ouais. Ils arrivent à trouver qu'est-ce qui était fait des morts, comment est-ce qu'on les habillait et tout. C'est beaucoup de choses qui sont travaillées, quoi, dans l'archéologie. Et moi, c'est ce que je trouvais aussi intéressant pendant une période quand j'étais gamine. J'étais là genre, waouh, ça a l'air fascinant. Je me disais pas que je pouvais en faire mon métier parce que ça avait l'air trop difficile, mais je trouvais ça assez fascinant. Le fait de trouver comme ça comment fonctionnaient des sociétés. Quand ça m'arrive, j'angoisse aussi. Ouais, c'est un peu... Ça m'est arrivé avec mon prénom une fois où j'étais fatiguée. Waouh, ça doit être impressionnant comme expérience. Non, mais mon cerveau, il fait des trucs bizarres en ce moment. Je vais peut-être aller voir la médecin quand même. Au-delà de la fatigue, parce que j'ai bien dormi, là. Donc voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là. Voilà, bah là, c'est ce qu'elle dit. Elle dit c'est le socle de leur culture, parfois. Les représentations de la mort, le souvenir des morts, et ça organise les relations entre les vivants, et c'est le socle de culture. Salut Moc, j'ai des mocs. L'écriture, la mémoire, l'histoire aurait-elle lieu d'être? Qui plus est, aurait-elle une signification si l'issue fatale ne planait pas sur nos vies? C'est vrai, on se souviendrait pas des choses de la même manière s'il n'y avait pas la possibilité de mourir, je pense. Les événements marquants seraient sûrement pas les mêmes en tout cas. Ça doit changer beaucoup de données si on était immortel. En cela, penser la mort ne revient pas seulement à donner du sens à la fin de vie, au deuil, mais aussi à penser l'existence de la limite. Oui, il y a une limite à nos vies, quoi. Certes, les mythes de fondation et les mythes eschatologiques, je sais pas ce que c'est, ça me fait penser à du caca là. C'est normal? Ah, c'est les discours sur la fin du monde et la fin des temps, l'eschatologie. D'accord. D'accord. Donc les mythes de fondation et les mythes de fin du monde ont changé les modes d'expression pour perdre leur questionnement fondamental. Cependant, la naissance et la disparition restent aujourd'hui intriquées. Les deux fonctionnent ensemble. Le flot des transformations considérables de ces 50 dernières années rompt avec le déterminisme passé et laisse entrevoir, au-delà de l'incertitude, une liberté accrue pour l'individu. Ah bon? Genre on va devenir des cyborgs? Qu'est-ce que tu racontes là? Le cyberpunk arrive. De transformation de quoi? Le déterminisme passé, c'était la fatalité de forcément on va mourir et ça va donner ça. Mais là, je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait une liberté plus accrue maintenant. Surtout, après, l'article date de 2009, mais surtout avec la crise écologique, quoi. Les riches vont se faire cryogéniser. Après, avec la technologie, oui, peut-être qu'il y a des espoirs de je sais pas quoi, mais bon, vraiment, on va tous mourir juste, hein, c'est normal. Est-ce que les rapports de force disparaîtraient avec l'immortalité? Si on en croit la SF et les exercices de pensée des philosophes, je crois que non. Parce que c'est pas lié au fait qu'on va mourir, le fait d'imposer sa domination. Ça n'a rien à voir. Les rapports de pouvoir, c'est tirer un intérêt ici et maintenant. Oui, c'est vrai aussi avec les elfes, il y a ce truc-là, ils ont pas la même perception, ouais. Il y a un marché de la cryogénisation. J'arrive pas à dire des mots aujourd'hui, je suis désolée. Mais on sait toujours pas si ça marche, d'accord. Ouais, c'est ça. Hein. Les gens le font quand même parce qu'au cas où, quand ils ont de la thune. S'il y avait la fin de la mortalité, ça aurait forcément un coût accessible seulement aux plus riches. Oui, ça c'est certain. Hein. Comme le voyage spatial, etc. Ça c'est sûr et certain. Dans un contexte où les familles sont libres de choisir leur opérateur funéraire et souscrivent à des conventions obsèques... Ah non, c'est ça. C'est qu'en fait, la liberté accrue, c'est dans notre rapport à la mort. C'est ça que j'avais pas compris. En fait, là, on a le choix du rite funéraire que l'on veut faire. En fonction de nos croyances, de notre culture, de notre famille, de ce qu'on a envie, quoi. Donc oui, c'est moins déterminé par le reste de la société ce qui va se passer. Donc dans un contexte où les familles sont libres de choisir leur opérateur funéraire et souscrivent des conventions obsèques, où le deuil se privatise, c'est vrai, avant le deuil c'était géré collectivement, hein. La crémation se banalise en devenant un modèle de gestion des corps et où la demande de législation concernant l'euthanasie volontaire se fait plus pressante, et où il est acquis que la fin de vie doit opérer dans des conditions décentes,
Les modalités de l'étude de la mort doivent, elles aussi, être reconsidérées. Donc c'est vrai qu'il y a tout un débat sur l'euthanasie volontaire qui a l'air de piétiner, mais c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus. Et sur le fait que on veut que les gens aient une fin de vie décente et qu'ils ne souffrent pas et que, enfin voilà, que ça soit un moment qui est déjà désagréable. Donc si on pouvait éviter que ça le soit plus, mais ça reste que c'est toujours pas, ça avance pas beaucoup quoi. C'est-à-dire que les gens ont envie de poser ces questions-là, mais j'ai pas l'impression que ça avance énormément. Ça n'a pas parlé de loi pour l'instant. Salut Taille. Il y avait un bail où ils envisageaient de cryogéniser seulement une partie de leur corps, la tête. Oh, avec l'hypothèse que des corps de remplacement existeraient. Quoi? Survivre à la mort, c'est un désir qui existe depuis toujours, mais autrefois ça passait plus par la mémoire. En fait, je pense que ça dépend des cultures, ça dépend des sociétés, ça dépend des périodes, ça dépend des classes sociales aussi. Peut-être que pour certains ça passait par la mémoire, mais dans certaines cultures qui étaient très orales, je pense que c'était peut-être pas la même mémoire que ce qu'on a pu voir nous avec les gens qui écrivent beaucoup, par exemple, leurs journaux, qui maintiennent un peu comme ça toute leur vie, qui la renseignent quotidiennement et tout. Mais ça peut être aussi un truc plus collectif, une mémoire collective, qui passe justement par le fait de se transmettre des récits. Donc je sais pas trop, mais je pense qu'il y a vraiment des manières de percevoir la mort très différente, quoi. Mais bon, après, je suis pas anthropologue, donc je pense qu'elle va en parler au fur et à mesure, mais... Oui, les monuments aussi, oui. Oui, il y a aussi le fait que dans certaines cultures, il y a la réincarnation. C'est vrai que ça donne un rapport différent à la mort, c'est clair. Mais là, le fait que dans nos sociétés, ça soit privatisé, le deuil, parce que c'est vrai que dans certaines sociétés, ou à certaines périodes, c'est collectivement, quand quelqu'un mourait, il y avait un deuil. Là, maintenant, le deuil national, la dernière fois qu'on l'a eu, c'était pour Johnny. Non, pour Valéry Giscard d'Estaing, peut-être, d'un point de vue étatique. Des fois, quand il y a un militaire qui meurt, quand il y a des attaques terroristes ou des trucs comme ça, par exemple. Mais je trouve que ce truc du deuil national et de... qu'est-ce qui va porter regard au groupe dans lequel on vit, là, le groupe que l'on est, qu'on est sur le territoire français ensemble, par exemple. Je trouve que quand c'est géré collectivement, c'est souvent des trucs qui font sens avec le récit national et l'histoire que se construit l'État sur elle-même, quoi. Mais sinon, en fait, les gens gèrent tout ça tout seuls. Avant, la veillée mortuaire, c'était tout le village, c'est ça. Exactement. Là, c'est tes collègues, les gens qui t'apprécient, tes proches, tes amis, ta famille, mais voilà. En 93, l'État a assumé en libéralisant le marché de la mort. C'était pas libéralisé avant? Je sais pas du tout. Il n'y a jamais vraiment eu de service public de la mort. Non, non, mais là, on disait que gestion collective et communautaire de la mort. Parce que là, du coup, c'est individualisé. C'est les familles qui gèrent ça. Dernier deuil national, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez? Et j'ai fait une blague sur Johnny, mais je savais que c'était Valéry Giscard d'Estaing le dernier. Eh oui. Donc la crémation se banalise. Tac, tac, tac. À partir du moment où les modes de neutralisation de la mort se diversifient, se professionnalisent et se concentrent sur des aspects thérapeutiques et psychologiques, les modes de gestion de la mort et du mourir se multiplient. Oui, il y a plein de manières différentes de gérer la mort. Ça donne autant à penser qu'à penser. P-A-N-S-E-R. Et oui, penser les plaies, bien sûr, du petit cœur qui saigne parce que c'est dur de voir ses proches mourir. Salut Firecrow. Ce n'est point étonnant que l'étymologie de ces deux termes soit identique. Ouais. Ils ont, ça a la même origine, ces deux mots. D'accord. Ça fait réfléchir. Penser la mort implique de recourir à une réflexion à mi-chemin entre un constat empirique et une interprétation relevant de la traduction, de l'explication, mais aussi du cheminement, voire du songe. Ah oui, d'accord, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de penser la mort, c'est ça qui est en train d'être dit, là. Il faut aller dans le songe. Mais c'est vrai que quand tu essaies de réfléchir à la mort, forcément, c'est tellement compliqué que tu pars un peu dans tous les sens, quand même, pour le temps d'y penser. En France, on a une gestion collective de la mort avec des systèmes cimetières municipaux, mais on a toujours délégué ça au privé. Ouais. Oui, oui, c'est le privé qui gère cet espace qui est un espace public, quoi. Celui du cimetière. Très bien. Vladimir Jankélévitch évoquait au sujet de la mort un monstre empiro-métampirique. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore?
Donc c'est un fait divers tangible, localisable et datable, genre Valéry Giscard d'Estaing est mort le 9 décembre 2020, voilà, donc c'est tout est tangible, on peut dire de quoi il est mort aussi, enfin voilà, on a la date, on a le lieu, machin. Mais en même temps, c'est un mystère incommensurable, c'est ça. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? Comment est-ce qu'il l'a vécu? Qu'est-ce qui se passe après? Pendant? On sait pas. Penser la mort, c'est donc s'autoriser à être soucieux, à s'interroger, à ne pas envisager cette réalité comme un événement clos, un simple objet fini. La mort est rétive à l'analyse, car au-delà des pratiques et des discours qu'elle occasionne, elle relève d'une ontologie que le sociologue ne peut pas occulter, point de départ de la réflexion. Le caractère énigmatique dont il est question n'implique pas que toute étude soit vaine, bien au contraire. Donc là, elle essaye de justifier en fait pourquoi est-ce qu'elle enquête sur la mort, alors qu'on pourrait se dire, franchement, la sociologie n'a rien à voir là-dedans, c'est trop compliqué, voilà. Donc, il suffit pour cela de prendre en compte la pluralité de ces dimensions. Donc, il y a la version empirique, justement, combien de morts, comment est-ce qu'ils sont gérés, combien statistiquement, quoi, combien de crémations, combien de, voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement des corps, etc. Symbolique, comment est-ce qu'on symbolise la mort et comment est-ce qu'on va la représenter. Normative, ça c'est les règles de la société, comment est-ce que ça va être perçu. Morale et politique, comment ça va être géré aussi collectivement. Une sociologie de la mort est définitivement indispensable, non parce qu'il y a des décès, mais parce qu'elle porte un projet d'analyse du contemporain, du rapport que les sociétés, les familles et les hommes créent avec la finitude. C'est ça. Donc on s'intéresse, elle en tout cas, elle s'est intéressée à la sociologie de la mort justement parce que ça aide à comprendre nos sociétés aujourd'hui, comment elles fonctionnent et quel est notre rapport avec ça qui est techniquement la fin, quoi. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il y a. Plus que du souvenir et du respect dû à nos ancêtres, il est question de l'essence même du lien social, du lien de filiation, un lien qui fonde la sociologie, puisqu'elle met en scène les rapports entre les individus. C'est vrai que la sociologie, c'est l'étude des rapports entre les individus, et du coup, typiquement, quand quelqu'un meurt, tu perds le rapport avec quelqu'un, quoi, t'as plus de contact avec lui. Donc c'est hyper intéressant que la sociologie se penche là-dessus. Bon, là, de toute façon, hein, c'est tout le travail de je justifie pourquoi est-ce que je fais ça et j'explique comment est-ce que je vais le faire, qu'elle fait en introduction. C'est tout à fait normal. Donc là, quand on dit penser la mort, donc là, réparer les plaies, par exemple, face à la mort, c'est prendre soin de soi et du défunt, c'est de se doter de remèdes, de croyances, de dispositifs pour mettre à bonne distance les pestilences, c'est ça. Donc là, c'est là aussi qu'on va avoir les croyances dans le paradis, les croyances dans peut-être la réincarnation, dans plein d'autres choses qui te permettent de donner du sens à ce qui se passe et de tenir le coup. C'est aussi et surtout se munir de médiation afin que l'étonnement premier, la contradiction que constitue le décès de tout être, soit mise en mots, en images et par extension en récit. C'est ça. Parce que en gros, t'es choqué quand la personne décède et donc il faut continuer, il faut avoir une médiation, avoir un lien pour comprendre ce qui se passe. Et donc une mise en récit, ça passe par plein de trucs différents. C'est pas forcément religieux, hein. C'est pas forcément spirituel non plus. Mais en tout cas, de pouvoir avoir un lien et des personnes qui t'aident aussi dans cet accompagnement-là. Les paradis fiscaux existent, bien sûr. Ça, c'est la mort de l'argent. Oui. Pa, 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 pa. On a les gros cerveaux du chat qui balancent des noms et qui expliquent le texte à ma place. J'adore ma vie. J'adore ma vie. Ah là là. La métaphore se remplir la panse au sens de se nourrir à outrance, autant tout vide et cocasse dans ce contexte, mais pourtant opératoire. Si la mort n'est rien pour la conscience, son traitement, par la voie du langage, du symbole ou de l'action concertée, l'enserre, la remplit de signification, la soulage et la soigne. Donc en fait, comme la mort ce n'est rien et qu'on ne sait même pas ce que c'est, on va construire plein de représentations autour, on va en parler, on va s'organiser pour la gérer, parce que justement, ça permet de pouvoir continuer à vivre avec cette possibilité-là. Sinon, ça serait sûrement insupportable. La ritualité funéraire ancestrale renvoie à cette surenchère du remplissage face à la vacance laissée par le défunt. Typiquement, je trouve que le truc le plus ouf là-dedans, c'est les pyramides, quoi. T'es là, genre, dans la surenchère ultime du rite funéraire, on a quand même les pyramides. Pardon, quoi. La collectivité fait front selon des modalités définies par le groupe. Donc ça dépend de la période, du lieu où dans lequel on est, du groupe social qu'on étudie, quoi. Typiquement, les pyramides, maintenant, c'est finito.
Tout autant organisation sociale pérenne que dispositif symbolique visant à rétablir un cadre sécurisant, les rites funéraires donnent lieu à un moment fort de l'existence collective, montrant que le groupe est en mesure de franchir l'épreuve du deuil. C'est ça. On voit qu'on est capable ensemble de tenir face à ça. On l'avait vu aussi dans un live lecture sur les masculinités, justement, les hommes... Boys don't cry, les hommes ne pleurent pas. Mon œil, j'ai un cil dans l'œil, c'est très désagréable. Mais du coup, oui, ça s'appelle, le bouquin s'appelle Les coups de la domination masculine, Boys Don't Cry. Et justement, il y avait un article sur un jeune d'un village de campagne qui était décédé, alcool au volant, et il a eu un accident et il est mort. Et du coup, là, tout le village est venu, il s'est mobilisé. Et donc, quand quelqu'un meurt dans le village, globalement, il n'y a que les proches et les amis qui vont à l'enterrement. Mais quand il y a un jeune qui meurt d'un accident de la route, là, tout le monde y va. Parce qu'il y a ce truc de collectivement, on fait groupe. Parce que collectivement, on sait qu'on est en train de subir ça, que ça pourrait arriver à n'importe lequel de nos enfants et que c'est un problème dans notre organisation collective. Quoi. Il y a ça. Il y a cette menace qui pèse sur nous et qui pèse sur nos enfants. Et donc, tout le monde se mobilise et ils font des cagnottes aussi pour aider la famille, etc. Et ça, je trouvais ça assez parlant, quoi, ce truc de... C'est vrai qu'aujourd'hui, les enterrements, c'est des trucs très privés et très intimes où c'est que les proches qui sont là, globalement, et les connaissances. Mais là, t'as des gens qui se connaissent pas ou que de vue, qui vont tous participer ensemble à ce truc-là parce que c'est vécu comme un drame et un drame qui pourrait peser sur tout le monde, quoi. Voilà. L'armée en terre cuite du premier empereur de Chine. Ouais, les riches. Hein. Les riches, tout de suite, hein, c'est la surenchère. Aujourd'hui, les formes de neutralisation s'autonomisent et se font en conséquence plus labiles. Voilà, bon, on comprend rien. Moi, je parle pas cette langue. Précaire. Tu pouvais pas dire changeant? Précaire, changeant? Tu pouvais pas dire ça. Labile. Non mais Mando il l'engueule là aussi, hein. C'est quoi ce langage là? Donc voilà, très bien. Les grandes figures de l'affiliation semblent avoir disparu et c'est à l'échelle de la famille, voire de l'individu, que la mort serait désormais prise en charge, avec un accompagnement orchestré par des professionnels du soin et du funéraire. Typiquement, je trouve que le plus parlant, c'est sur les veuves et les veufs. Quand tu perds ton conjoint. Ou ta conjointe. Et que, ok, il y a une prise en charge familiale, mais après, c'est toi face à toi-même, et toi avec potentiellement du personnel soignant, mais c'est assez terrible, je trouve. Dès lors, penser la mort s'inscrit indéniablement dans le registre du prendre soin, de l'apaisement, du care, registre qui dorénavant s'institue par l'intermédiaire de compétences professionnelles, de protocoles médicaux, mais aussi d'une éthique qui implique un partage avec l'individu et sa famille. Si la sociologie n'a pour part aucune vocation curative de prendre soin ou curative, elle offre un cadre de réflexion indispensable pour comprendre les transformations en cours et ses enjeux. Soyez maudits! Donc la sociologie peut pas vous soigner, mais elle vous aide à comprendre. C'est ça, Justin. Merci Ranoul pour le prime et les 9 mois de soutien. Merci beaucoup. Merci. Face à l'étendue des mutations à venir, lesquelles prennent déjà corps, il est plus que jamais nécessaire de se pencher sur les éventuelles conséquences de ce mouvement. Si notre société se questionne sur le financement des retraites et la prise en charge des personnes âgées, véritable enjeu contemporain, nul ne s'interroge, à l'exception de quelques experts, sur la portée de la remise en cause des équilibres démographiques. Après des années de stabilité, les équilibres actuels vont être bouleversés avec un surcroît de décès à l'horizon des années 2020-2030. Oh, t'avais pas l'idée que le Covid allait débarquer, hein, parce que ça a été encore pire. Au-delà des grandes mutations démographiques qu'elles augurent, ces transformations affectent et affecteront différents publics dans leurs pratiques quotidiennes. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir et ça va changer notre société, quoi. C'est ce qu'elle est en train de dire. Face à ces évolutions, plusieurs réponses se dégagent. Une réponse légale, une réponse morale et une réponse émotionnelle. C'est top, c'est top. On va tous perdre nos proches. Toutes ou presque s'élaborent sur le respect, la dignité et la décence à l'égard des familles, des mourants, des morts, des cadavres et des cendres. Le rôle du sociologue est alors de poser les termes du débat par une mise à plat et en temps utile de les décentrer en montrant les enjeux des choix actuels et leurs alternatives. Donc elle dit qu'il faut se sortir un peu du champ des émotions parce qu'il y a une réponse émotionnelle à tout ça et du coup essayer de comprendre les enjeux globaux, quoi. Elle va décentrer le regard, on va prendre
On va prendre du recul par rapport à tout ça et on va voir ce que ça va provoquer, ce changement démographique et les changements dans la gestion de la mort. Est-ce que ça risque de banaliser la mort? Ben, moi, je pense vraiment que avec le Covid, il y a une banalisation de la mort et de la maladie. Relire Norbert Elias, j'ai envie de dire MDR. Vraiment, j'en peux plus. On sait que vous êtes en train de faire des recherches vous aussi, que vous êtes très légitime, que vous avez un très gros cerveau, mais je pense que vous vous rendez pas compte que c'est une émission, donc vous dites ce que vous voulez dans le chat après, hein, la plupart du temps les gens vous lisent pas de toute façon, ils écoutent beaucoup en audio ce qui est en train de se passer, mais vraiment de balancer des noms et de dire regarde ci, regarde ça, là vous participez à faire l'inverse de mon travail, c'est-à-dire de mettre une barrière entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, à balancer des noms de gros chercheurs ultra connus en mode ouais moi je fais ça, non mais là c'est plutôt un truc de sociologue, non mais il y a ça. Et en fait, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça peut être violent. C'est-à-dire que c'est vraiment de la violence pour les gens qui n'y connaissent rien, qui lisent le truc et qui se disent, même si tu partages tes connaissances hein, dans les faits, juste tu balances ça au visage des gens et t'es en mode ah ouais je suis vraiment nul quoi. Donc bon, si vous vous sentez nul en lisant le chat, ne vous inquiétez pas, c'est juste des gens qui font de la recherche et qui ont envie de montrer qu'ils savent des trucs et qui sont contents de les partager. On peut pas leur en vouloir parce que personne les lit, donc forcément ils sont très contents de pouvoir le dire, mais vous laissez pas impressionner par ça, voilà, parce que sinon ça va mal tourner. Mais c'est pour ça que je lis pas le chat dans ces moments comme ça, je suis en mode oui très bien, vous savez, c'est très bien. Aïe aïe aïe. Beaucoup de chercheurs qui sont tout le temps dans le chat, mais c'est pas la majorité du public qui regarde. Donc il y a plein de gens qui regardent qui n'ont jamais été à l'université et c'est tout à fait ok. Voilà. J'hésite à boire de l'eau. Personne ne lit. Bah peut-être Norbert Elias a un peu lu quand même, mais sinon pas trop. Salut Cookie Cake. Sinon c'est un peu, malheureusement, un peu de niche tout ça. Hein. Donc là elle va présenter son regard et tout. Ça, c'est encore l'introduction. Hein. Questionnement très contemporain. Construction de l'ouvrage. Je vais lire ça en diagonale. Aller chercher de l'eau et puis on va lire un chapitre ensemble. Je sais pas ce qu'on va choisir, mais justement, j'ai envie de voir ce qui peut se donner. Ah, c'est vrai que Émile Durkheim, qui est l'un des fondateurs de la sociologie, il a quand même fait un gros travail sur le suicide. Donc, dans le terme de rapport à la mort, il a fait d'autres trucs aussi sur la mort, mais c'est vrai que c'est l'un des questionnements même du début de la sociologie, en fait, hein, la mort. Alors que finalement, j'y connais pas grand-chose non plus, quoi, donc c'est un truc de ouf, quand même. Alors, attends. Ça, c'est de... Elle est en train de dire, chapitre 1, il se passe ça, chapitre 2, la conception, comment est-ce qu'on voyait la mort au XVIIIe siècle versus... deuxième moitié du XXe siècle. Bon, bah ça, c'est des trucs un peu des travaux historiques, c'est important. Chapitre 3, c'est sur les rituels funéraires ancestraux, avec le rite de passage. Ah, moi, ça m'intéresse sur la professionnalisation du mourir. Voilà. L'extrême vieillesse avec la croissance du nombre de centenaires. Bon, là, ils sont tous morts, hein. Avec le Covid, plus les canicules, je pense qu'on en a perdu beaucoup, hein. Voilà. Renforcement avec le vieillissement et génération de baby-boom. Donc, on va lire sur les électeurs de Macron. Et voilà, ça m'intéresse, ça. Chapitre 6 et 7, du coup. Et bien, on va lire ça ensemble. Je vous montre la gueule des chapitres. C'est ici. De la mort au mourir. Alors, les enjeux contemporains. Ah bah, bizarrement, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Il y a la démographie aussi. Vers une normalisation des pratiques, vers une ritualisation technisée. Mais elle a dit 6 ou 7? C'est ça? Merde, elle avait fait le descriptif qu'elle avait fait était bon. Et là, les titres ne semblent pas correspondre. Je pense que c'est 6 ou 7, mais les titres vers une normalisation... Oui, c'est ça. Ouais. Non, professionnalisation de la mort, c'est dans tous les métiers qui t'aident à gérer le fait que tu viens de perdre un proche. C'est de ça dont on parle. Ce n'est qu'une expérience personnelle, miteux, bien sûr, désolé. Milieu a été dans une région plutôt protestante, mais dans mon entourage proche familial, je n'ai quasiment connu que des cérémonies avant crémation à comité ultra restreint, et dont les informations du décès étaient souvent confidentielles, à l'exception de décès prématurés. Tout est souvent hyper administratif et formel, on n'expédie plus pour se retrouver après les adieux. Je vous avoue que je ne sais pas et je suis pas très à l'aise en plus. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce sujet-là parce que vraiment, je pense que je suis pas très à l'aise avec le deuil.
La mort en tant que telle, je pense que c'est aussi compliqué, mais je veux dire vraiment le deuil, c'est un truc qui me met pas très bien. Du coup, je suis vraiment dans une situation complexe face à ce truc-là. On va voir comment... Là, de toute façon, ils vont en parler. La professionnalisation du mourir, avec les métiers du soin, avec les opérateurs funéraires. Là, on va voir justement comment est-ce que c'est géré et comment les familles le gèrent, de toute façon. Mais non, moi, j'aurais pas de... Je vais très peu entrer en résonance avec les textes, en gros. Ça va sûrement bouger avec les réseaux sociaux, la gestion du souvenir. C'est vrai, ça vraiment, ça me terrorise. Le côté où tu décèdes et t'as encore ta page Facebook, ton Twitter, ton Instagram, tout qui est accessible. Il y a un truc qui m'a vraiment pas mis bien récemment. Bon, bah, c'est lié aussi au système de santé américain qui est ce qu'il est. Mais il y a une joueuse de roller derby américaine qui est décédée et je suis tombée dessus sans faire exprès, en fait, sur Instagram parce qu'il y a l'algorithme en fait de Instagram m'a envoyé une vidéo de derby de sport qu'elle avait faite. Du coup, ça m'envoie la vidéo. Donc moi, je la regarde et tout. Et après, je me dis, oh, trop bien, je vais suivre son profil. Et en suivant son profil, je suis tombée sur quelqu'un de sa famille qui avait repris du coup son compte pour dire que voilà, elle était décédée et que c'était finito, quoi. Et en fait, en gros, c'est quelqu'un qui a eu un cancer du sein. Ça coûtait très très cher, donc elle avait fait des collectes de fonds pour pouvoir se faire soigner. Et donc, t'avais vraiment sur la page, t'avais le partage des cagnottes, le partage de, justement, bah, essayer de pouvoir, qu'elle ait la chimio, qu'elle ait un traitement et tout. Et 2 mois plus tard, l'annonce du décès par la famille, quoi. Et t'es là en mode... Ouais, mais c'est vraiment trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre, c'est... Et donc, du coup, bah, y a plein de gens... En fait, du coup, les cagnottes ont été partagées par plein d'équipes de roller derby aux États-Unis. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas cette personne, qui ont pu essayer de l'aider à avoir des soins avant qu'il se passe ça. Et je me dis, c'est trop bizarre. La situation est trop bizarre et c'est violent, quoi. C'est violent parce que, du coup, tu peux scroller sur ton fil Twitter, ou Instagram ou quoi. Moi, je la connais pas, donc c'est pas pareil. Mais t'imagines... t'es quelqu'un qui la connaît et t'es en train de regarder une photo de chat, une photo de nourriture, paf, quelque chose qui dit bah là en fait on vient de la perdre. C'est horrible. T'es là genre waouh, c'est l'ascenseur. Très bizarre. Très très bizarre. Oui, il y a les IA qui vont imiter les paroles et la voix des défunts. Alors on est vraiment dans un épisode de Black Mirror. Non mais c'est flippant. C'est vraiment flippant. Le fait de ne plus être en contact avec la nature éloigne aussi la question de la mort. C'est vrai que oui, on a un rapport très différent, je pense, aussi à notre environnement. Et du coup, très différent à la mort. On se dit pas qu'on va... Les gens ne voient plus la mort à travers les animaux. Ouais, bah justement, c'est Marinette qui a écrit ça. Justement, elle a écrit ça sur sa story Instagram. Marinette, qui est journaliste et qui a une chaîne où elle parle de féminisme, notamment. Et principalement, même en vrai. Et en fait, elle fait une story Instagram où elle dit... Là, elle est en vacances à la campagne. Elle dit, j'adore la campagne. Et après, je me rappelle pourquoi est-ce que je suis pas de la campagne. Enfin, ou en gros, c'est pas mon truc. Parce qu'il y a des cadavres partout, quoi. Elle dit, là, je suis présentement à côté d'un cadavre d'oiseau, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là où... tu te balades en forêt, tu vas voir des cadavres, quoi. Enfin, tu vois, il y a ce truc où tu te balades à la campagne, tu vas voir des cadavres. Le rapport à la mort et à un corps... Même si c'est pas un corps humain, quoi. Il est vachement plus régulier que ce qu'on peut voir en ville. Bon, des fois, j'ai déjà vu des cadavres de rats, mais bon. C'est quand même... Ou de pigeons, mais c'est plus rare. Mais c'est clair que oui, ça doit changer beaucoup de choses, ouais. Mais c'est vrai que pour les artistes que l'on apprécie, les acteurs, les musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses et tout, on l'apprend aussi maintenant sur les réseaux sociaux. Disney, ils ont une modélisation 3D de chacun de leurs actrices pour pouvoir les faire jouer. Oh là là. Même après décès, ouais, c'est glauque. Hein. Ouais, c'est particulier. Hein. C'est vraiment particulier. J'ai un stylo, il veut pas. La pointe ne veut pas rentrer. C'est très désagréable. C'est vraiment très désagréable. Hein. J'aime pas du tout cette situation. J'ai un cadavre politique, le PS, c'est pas beau à voir. Et là, l'IA fait croire à sa survie. Je crois qu'elle arrive plus à faire croire que ce soit écureuil. Bon, je vais chercher ma gourde, j'ai trop soif et j'ai oublié de prendre de l'eau pour continuer ce stream. Et après, on lit sur la professionnalisation de la mort et tous les métiers qui entourent tout ça. Ce qui est assez récent, apparemment. Voilà. À tout de suite. Des bisous, le chat. À tout de suite. Je me suis trompée de scène.
Mais c'est quoi cette photo de moi? Allô, oui, mal soir à toutes et à tous. J'arrive. Bon, j'arrive, je ne sais pas si c'est vraiment moi qui arrive ou quoi, je me reconnais pas, hein. Le changement est total. Écoutez, ces cheveux ont été coupés au ciseau de cuisine. Et vous avez vu? J'ai pas du tout la même tête, hein. J'essaye d'ouvrir la porte. Peur, impossible d'ouvrir la porte. Désolée. Quelqu'un peut essayer d'ouvrir la... Ah! C'était quoi ça? Il attaque, il attaque! Quand la lumière clignote, c'est qu'il est à côté et qu'il attaque. Il est là, les filles, il est derrière, il y avait sa tête. Vous avez pas vu son crâne? Quelqu'un a enregistré? Quelqu'un a pris une photo? J'ai laissé tomber l'appareil photo en prenant la théière. En prenant la théière. Ah, heureusement qu'on est à plusieurs, sinon ce serait la panique. J'arrive pas à ouvrir? C'est normal que j'arrive pas à ouvrir? Ah ok, il faut la tirer. Je rentre dans le garage. Oui, je te suis. Bah c'est un sous-sol, c'est pas un garage en fait. Ditz? Allô? On a perdu Ditz. Elle est morte, hein? On a perdu Ditz? Oh non putain, elle est morte? On l'a perdue? Ditz, réponds-nous. Peut-être que le signal est brouillé dans le garage. Peut-être que le signal est brouillé. Mais le voyant est vert, donc le disjoncteur est bien allumé, on peut remonter. On va... Je crois qu'elle a vu le fantôme et elle est... Au secours, j'arrive plus à parler. À l'aide. Je remonte. Ouais. Dites. Il y a son cadavre. Oh bah putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a son cadavre. Il y a son cadavre avec son émetteur qui trouve les fantômes. Elle n'a même pas pu enregistrer ma peur. Oh non. Mais... Il y a Bulle qui arrive plus à parler. Du coup, quand le fantôme est apparu, il l'a buté? Il l'a tué. Il l'a tué. À l'aide. Pensons efficace. Regroupons toutes ces affaires. Ok, ok. Il y a une petite larme qui coule. Mais alors... Oh putain, sa tête. Je viens de voir sa tête. Je vous jure, c'est terrible. Nous sommes réunis ce soir pour porter grâce à la sainte Ditz. Ditz, porteuse de la frange, nous a rejoints aujourd'hui pour nous apprendre, nous faire suivre la voie sacrée. Oui, bientôt, l'entièreté des femmes de France porteront la sainte frange. Aïe aïe aïe, je suis fatiguée. En fait, j'ai été frappée à la porte pour chercher des bonbons avec une belle-mère déguisée en Slutty, Monster et compagnie. Je sais pas si vous visualisez un petit peu. Attendez, je vais vous montrer. Slutty, Monster... De retour, désolé, j'ai mis du temps. Je suis en train de suer du cul, donc je me suis dit je vais en profiter pour me déplacer dans l'espace. Aérer. Aérer mon corps. Ça fait pas du bien ça, de s'aérer le fiac? Bien sûr que si. Bon bah écoutez, on va essayer de dire ça sur la démographie. Ah. Oui, oui, dans Star Wars, il y avait des... Il y avait des gens décédés qui ont été utilisés. J'ai envie de bouffer un truc. Hop là, des petites chips. Quoi? Ah, vous me parlez du best-of? Vous voulez voir la suite du best-of? Bah, c'est disponible sur la chaîne YouTube principale. Désolée. Ah, mais les petites chips, faut que je les garde pour C'est pas sorcier. J'avais oublié que c'était C'est pas sorcier après. Y a pas de place dans ce placard. Petites chips! Ok.
Je viens d'arriver. Ah, salut, Wish Spirit. Ah, t'arrives au bon moment. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Puisque nous allons lire le chapitre 6, là, sur la professionnalisation de la mort. Maintenant, il y a des professionnels du décès qui vous accompagnent dans votre deuil, évidemment. Donc, on va parler de ça. Sur les professionnels de la santé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui va en voir, quand même, hein, pour gérer le deuil. T'es souvent un peu seul avec toi-même et avec ton verre de whisky, quoi. On a une dite décédée en jeu, parfait avec le thème du jour. Ah, c'est incroyable. Si la vieillesse est devenue une question sociale partagée par l'opinion et les pouvoirs publics, le mourir et la mort restent quant à eux des phénomènes plus discrets. La prise en charge des mourants demeure un défi, comme l'accompagnement de la fin de vie dans l'optique d'une autonomie à conserver. La santé des personnes âgées est l'une des priorités des dispositifs de santé publique et fait l'objet de nombreuses enquêtes sanitaires. Ce constat posé, qu'en est-il de la fracture occasionnée par le décès ou par l'imminence du décès ? Comment concilier santé, maladie et mourir, alors même que la mort banalise toutes les étapes qui la précèdent ? Se centrer sur la vieillesse comme un fait majeur du XXIe siècle tend à effacer son corollaire, à savoir l'amplification des décès dans les années à venir. Il y a de plus en plus de gens qui vont mourir, ou d'ailleurs qui sont morts. Je pense que le Covid, je vous dis, ça a dû empirer les trucs. Je pense que quand on verra les enquêtes post-Covid, ça va être quelque chose, quoi. Plus une population vieillit, plus le taux de mortalité s'accroît. C'est inéluctable. Ce processus est masqué par l'allongement de l'espérance de vie. Et après, c'est comme ça qu'on veut nous sucrer nos retraites. Voilà, en disant, bah oui, mais vous vivez plus longtemps, donc c'est bon. Hein. Alors qu'en fait, les conditions dans lesquelles on va vivre plus longtemps donnent pas envie. Puis on va mourir plus longtemps aussi si on travaille plus longtemps. Bref. Bref. Tintin. Pourquoi je réponds à des messages en stream? Pourquoi je fais des choses comme ça? Tiens, ça parle de mort. Oui, c'est le sujet de la thématique d'aujourd'hui parce qu'en fait, on a fait des lectures sur la retraite, le fait de repousser l'âge de départ à la retraite, comment est-ce que les gens envisageaient leur retraite et tout. Et donc là, voilà, on parle du rapport à la mort maintenant. Une grosse ambiance ce soir, oui. C'est pour ça qu'on regardera C'est pas sorcier pour se motiver après. Mourir plus longtemps, un nouveau concept, je suis désolée. En fait, ce que je voulais dire, c'est que si on travaille plus longtemps, comme le travail, c'est globalement ce qui nous bute, on risque de mourir plus vite. Donc l'expérience de vie va se limiter, va s'amoindrir, quoi. Va descendre. Et après, il y a aussi le fait que quand tu seras à la retraite, tu seras dans un état qui sera beaucoup plus proche de la mort que ce que vivent, par exemple, nos parents aujourd'hui. Donc forcément, ça veut dire que ça va être demandé d'avoir une retraite qui demande peut-être beaucoup plus de soins que ce que peuvent vivre les gens qui ont pris leur retraite il y a 10 ans, ou voilà. Donc forcément, ça joue. J'espère qu'on repérera les guibolles de la petite bois. Moi, j'en peux plus de ses pieds. Mourir plus longtemps, c'est juste souffrir plus vite. Non, bah je crois pas. C'est souffrir plus longtemps aussi, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Salut à tous et toutes celles qui arrivent sur ça. Alors, donc là, en gros, on a une population qui est vieillissante, donc il va y avoir de plus en plus de gens qui meurent. Ça veut dire que ça va changer aussi la vie des vivants, puisqu'on va être beaucoup plus à être endeuillés. Comment imaginer que la mortalité va changer de rythme, tandis que de visu, ce qui marque les esprits, ce sont les générations qui s'empilent. Ces aïeux sont toujours plus actifs, et ces centenaires, certes usés, sont présents. C'est ça. Nous, on voit juste les gens vieillir, on voit de plus en plus de vieux qui votent Macron, on se dit, bon, bah qu'est-ce qu'on en fait de cela ? Mais quand ils vont mourir, ça va être un défi pour notre société. Donc attention. Hein. Face à cet univers de croyances et de désirs, les prévisions statistiques sont implacables. La structure des vivants et des morts va être totalement bouleversée. Les démographes, alors... les gens qui sont démographes, ils ont montré que le grand remplacement n'existait pas. Ces chercheurs-là qui travaillent justement sur les populations et les estimations de population et tout, ils ont montré que le grand remplacement n'existait pas. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance quand ils nous disent que la structure des vivants et des morts va être bouleversée, quoi. Merci la page pour les 5 mois de soutien. Merci beaucoup. Ils vont nous faire chier jusqu'au bout, mais oui. Les démographes et les professionnels du funéraire le savent, mais pas le grand public. Voilà, vous avez vu le grand public ? Notre vie va être bouleversée parce qu'il va y avoir plein de morts. Cette transformation aura pour impact une multiplication des décès, la prééminence des décès sur les naissances. Il va y avoir plus de morts que de naissances. Une modification de la structure familiale.
Donc, tu vas plus pouvoir faire rencontrer tes grands-parents à tes enfants. Ça arrive incessamment ça. Si dans un premier temps, on peut envisager des changements à l'échelle d'une structure macro-sociale, il ne faut pas oublier que ce sont les individus dans leur quotidien qui seront principalement affectés. C'est ça. C'est individuellement, nous, on va devoir subir le deuil de la perte de ces personnes-là, quoi. Cette problématique contemporaine s'appuie sur plusieurs évolutions en matière démographique. Pour certaines, leur mise en œuvre a été quasiment instantanée. Pour d'autres, il a fallu plusieurs siècles pour qu'elle se solidifie. On a assisté dans les années 70 à 80 à un renversement de tendance très rapide des lieux du mourir. Alors même qu'il a fallu plus d'un siècle pour que la baisse de la mortalité infantile se pérennise et que l'augmentation de l'espérance de vie soit acquise. Avant, on mourait où alors? Avant les années 70? On est à l'aube d'un changement immense. Oui, bah de toute façon, avec les canicules, les changements climatiques et la crise sanitaire, oui. Là, on est déjà, je pense qu'on est en plein dedans. Elle avait mis comme estimation, le travail date de 2009, elle avait mis en estimation les années 2020-2030, donc on est en plein dedans. Très fréquemment dû à des conjonctions de phénomènes, notamment à une amélioration des conditions de vie et d'hygiène ainsi qu'à des progrès médicaux, il est difficile d'isoler ces transformations. On sait par ailleurs que les périodes de crise et de guerre sont propices à des variations importantes. Néanmoins, les données démographiques sont riches et anciennes et permettent de suivre pas à pas, à l'aide d'indicateurs précis, les mutations de la population française. Dès lors, pour se fixer de grands repères, il est important de comprendre que les questionnements actuels, le fait ou non qu'ils soient débattus, se fondent sur un bilan indéniable. Les Français vivent plus vieux et en meilleure santé. La mortalité infantile atteint des taux résiduels, et ce depuis les années 2000, et les naissances sont en recrudescence. C'est donc l'image d'une France en vie qui prédomine, avec le prix à payer de l'extrême vieillesse, lequel paraît raisonnable au regard du gain qu'il semble procurer. Donc on va avoir plus en plus de... Mais là, de toute façon, avec la déstructuration des services, on en a déjà parlé, mais le fait qu'on détruise les services publics, peut-être qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui vont... Enfin, peut-être que l'espérance de vie va baisser. Là, pour l'instant, elle est haute, mais peut-être qu'elle va finir par baisser. Hein. Parce que là, oui, on est en train de passer des épreuves et des crises qui sont quand même très particulières. Hein. Pourtant, une série de questions se posent. Les inégalités sociales devant la mort se sont-elles réduites? Je pense que non. Les femmes sont-elles assurées de conserver leur avantage en matière d'espérance de vie? Le seuil de la mortalité infantile est-il acceptable au regard de la détresse des parents devant la perte de leur nouveau-né? Donc en gros, même s'il y a de moins en moins de nouveau-nés qui meurent, pardon, le peu qui meurent, c'est déjà... Enfin voilà, tu as déjà un deuil et quand même des choses à gérer, donc faut pas juste regarder les statistiques, quoi. Faut regarder aussi comment c'est géré par la famille. Les causes des décès vont-elles se transformer avec l'apparition de nouvelles pathologies sociétales et environnementales? Alors oui, je pense que oui. Est-il légitime de vouloir accroître l'espérance de vie si elle a pour aboutissement une dépendance partielle ou totale de l'individu avec un coût réel pour les familles? Ça va, Jean, économiste raisonnable, là? Et raisonné? Ça, c'est presque géniste, hein? Excuse-moi, c'est quoi ton coût? C'est quoi ton coût en temps... Là, t'es en vie, d'accord, t'es en vie. Mais tu coûtes quoi à la société et à ta famille? Non, mais alors là, tu changes la phrase et tu dis personne handicapée, tout le monde est choqué. C'est grave, là, de dire ça. Est-il légitime de vouloir accroître l'espérance de vie? Est-il légitime de vouloir laisser les handicapés en vie si ça a pour aboutissement une dépendance totale ou partielle de cet individu et un coût réel pour sa famille? Mais ta gueule, en fait! Non, mais la question, l'indécence de la question! Encore, ça serait une économiste qui essaye de vouloir rentabiliser et tout. Je me dis, ils font tout le temps des dingueries comme ça, les économistes, ils calculent tout. Mais là, excuse-moi, mais là, c'est pas possible, là. De toute façon, tu peux pas le quantifier, c'est pas ton travail en tant que sociologue de quantifier ça. Le coût pour la société, non mais qu'est-ce qu'elle dit? Oh, les vieux, ça coûte cher, arrêtez de vivre vieux. Non mais c'est clair, ça va pas là. De chercher un planificateur. Moi, je vais planifier le décès des gens, date d'expiration, à telle date, parce que là, sinon, ça finit par coûter trop. Allez, hop. Non, mais c'est horrible. Hein. Lecture sur la mort alors qu'on crève de chaud. Salut, Toto Fury. Non, mais t'imagines, ça pourrait faire un vrai scénario de SF, ça. Peut-être que ça a déjà été fait, parce que je suis pas une très grande... j'ai pas un esprit très imaginatif, mais ce truc de vraiment, t'as une date de péremption. Ah! Bah si, ça a déjà été fait avec Xenoblade 3. Je me disais bien, ça me dit quelque chose. Je viens de pas l'inventer. Bah non, je l'avais pas du tout inventé. Xenoblade Chronicle 3. T'as une date de... Tu sais, ta date de mort avant... Enfin, très vite, quoi. Quand t'es jeune, tu le sais. Bref. Du coup, bon.
Pour être en EHPAD, les problèmes financiers des familles sont un vrai problème. Hein. Je veux personnellement pas vivre à partir du moment où je dois me faire dessus. Oui, mais on en a déjà parlé de tout ça dans les précédentes lectures. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de la vieillesse. C'est aussi lié à la manière qu'ont notre société de gérer la vieillesse. Hein. Parce que ça pourrait tout à fait être quelque chose de viable de vieillir. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de souffrance parce que c'est juste pas pris en charge du tout. Et que tout est à la charge des familles aussi. Donc bon. Donc bon. Comme quand j'ai entendu des députés vouloir une politique nataliste pour des raisons économiques parce que les femmes ne feraient pas assez d'enfants, toujours horrible de voir des hommes comme des chiffres froids. Ouais, non, mais c'est très particulier, hein, c'est clair. Hein. Est-ce que ça parlerait pas maladroitement d'acharnement thérapeutique? Je l'ai vécu avec ma grand-mère, c'était l'une de mes personnes favorites, mais c'est dur pour tout le monde de la voir passer par là. Ah oui, l'acharnement thérapeutique à vouloir maintenir en vie. Bah si, c'est une vraie question, de toute façon, elle en a parlé au début... de la question de l'euthanasie volontaire qui se pose aussi dans nos sociétés, quoi. Qui est une vraie question, hein. Mais qui est pas à penser en termes de coût, qui est pensée aussi en termes de réflexion humaine, quoi. Je veux dire, là vraiment, c'est... Être dépendant, en soi, c'est pas un problème. Typiquement, les enfants sont dépendants de leurs parents, ça pose problème à personne. C'est juste qu'il y a certains types de dépendances qui sont plus valorisées que d'autres. Et comme par hasard, c'est les personnes qui vont être discriminées. Et donc, ça va être les personnes âgées, très âgées, et les personnes en situation de handicap qui, elles, sont perçues comme des coûts. Parce que, typiquement, on perçoit qu'elles n'auraient pas d'avenir. Mais comment ça, elles n'auraient pas d'avenir? Selon quels critères, tu vois? Donc, en fait, il faut réfléchir à ça aussi. C'est la manière dont on se pose cette question de la dépendance, des fois la manière dont elle est posée, et le fait qu'on prenne pour acquis dépendant, voilà, on dit ça, mais les critères que l'on met derrière, ça peut être potentiellement très dangereux et très eugéniste. Hein. Moi, ça me crispe tout ça, de toute façon. Mourir chez soi ou à l'hôpital? Peu d'études concernent le lieu où intervient le décès. S'il est aisé de connaître la localité où est enregistré le décès, puisque toute mort suppose une déclaration sur les registres d'état civil, il est moins commode d'avoir accès à des données fiables sur le lieu du trépas, données qui sont renseignées soit par le médecin, soit par la famille. En règle générale, 3 à 5 cas de figure sont retenus. Le domicile, la voie publique, l'établissement hospitalier, les cliniques, les maisons de retraite. Regroupés parfois sous le terme d'établissement de soins. Salut Atypique! On est toutes et tous dépendants à certains niveaux, on a toutes besoin d'entraide et de collectifs. Personne n'est totalement autonome. Oui, bien sûr, c'est un leurre cette autonomie. Hein. Ça veut tout et rien dire. C'est pour ça que je dis qu'il faut se questionner sur ces mots-là aussi de dépendance et d'autonomie. Donc voilà, clairement. En règle générale, donc, il y a ce truc-là. Hein. Domicile, voie publique, établissement hospitalier, clinique ou maison de retraite. Avec la mise en place d'un fichier central en 1968 à l'INSERM, on dispose tout de même de données, lesquelles restent malgré tout assez générales comparées à la précision des causes de décès. Selon une source récente, 26% des décès interviennent au domicile, 74% en établissement et 58% en source hospitalière. Donc établissement, c'est maison de retraite clinique, c'est ça. La plupart des gens décèdent en maison de retraite ou en clinique. Force à toi et à elle, du coup, Grizzly Bear, je viens de voir ton message. Au passage, on peut aussi critiquer la pertinence de l'espérance de vie comme curseur et indicateur de la qualité de vie dans une société. C'est une notion mal comprise. Une société avec une forte mortalité infantile aura une très basse espérance de vie, mais dans les faits, les gens qui dépassent un certain âge vivront souvent plus longtemps que l'indique l'espérance de vie. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis après, c'est pas parce qu'on vit longtemps qu'on vit bien. Donc c'est pour ça aussi qu'elle parlait plutôt du mieux vivre, de mieux vivre vieux, voilà. Oui, oui. En région parisienne, la délocalisation de la mort est consommée, puisque 90% des décès interviennent en secteur médicalisé. Ah ouais, 90% des délais à Paris, c'est médicalisé, quoi. L'impression dominante est la concomitance entre le lieu de décès et le mode de vie. On ne meurt pas n'importe où. Dans une société traditionnellement organisée par des solidarités familiales, on s'éteint chez soi. Dans une société moderne qui promeut d'autres types de régulations, l'agonie se déroule à l'hôpital et à la maison de retraite. Qui plus est, quand une part de plus en plus importante de la population vit dehors, le décès peut survenir hors de tout lieu défini. Ouais, donc ça c'est pour les personnes qui vivent à la rue justement. Mais c'est une dinguerie quand même de se dire que peut-être qu'effectivement,
Quand tu sais que tu vas mourir, t'as peut-être envie de passer tes derniers jours chez toi. Mais des fois, tu seras juste à l'hôpital pour que ça soit pris en charge facilement, quoi. D'un point de vue statistique, les décès sur la voie publique ou dans les lieux publics restent infimes, d'un strict point de vue comptable. Néanmoins, leur part relative a plus que doublé. Ah ouais. Ils concernent essentiellement les accidents de la route, les suicides, les décès de populations précaires tels que les sans domicile fixe. Sur cette population spécifique, un communiqué d'Emmaüs France du 5 novembre 2008 faisait état de 300 décès annuels. Le collectif Les Morts de la rue recense depuis 2002 le nombre de sans-abri victimes de la rue, tout en militant pour une reconnaissance sociale, notamment au travers des funérailles, car très souvent on meurt dans la rue ou de la rue. Toujours spectaculaires, ces occurrences, si elles sont rares, nous heurtent, parce qu'elles surgissent dans un espace peu propice à la mort. Elles rendent visible un moment de détresse qui s'immisce de la sorte dans un espace commun, faisant de l'instant intime de la mort un moment en partage. Quand bien même personne ne verrait le corps, l'idée que la personne soit décédée dans un cadre ouvert sans protection est intolérable. Le lieu où intervient ces décès renforce le sentiment de marge, puisqu'ils sont soit accidentels, soit liés à une misère sociale et morale. Mourir dans la rue n'apparaît pas comme une situation normale et acceptable. Portés à la vue, ces événements qui font la une des journaux ne doivent cependant pas faire oublier les 98% de décès restants. Bah, je suis pas sûre que ça fasse vraiment beaucoup la une quand des gens meurent dans la rue. Hein. C'est plutôt banalisé. Donc de dire que ça doit pas faire oublier les 90% de restants. Encore une fois, là, je pense qu'elle a du mal avec les phrases de conclusion, en fait, cette chercheuse. Ce que je trouve, c'est pas porté tant à la vue que ça. Il y a beaucoup de gens qui meurent à la rue. Même, tu vois, des gens qui sont des personnes migrantes ou quoi. Il y en a plein qui meurent à la rue et on le sait pas, quoi. C'est complètement invisible, je trouve. Il y a un travail associatif qui est fait pour rendre ça visible. Mais souvent, c'est ça, c'est des morts anonymes. Exactement, ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas banalisé parce que c'est pas banal. C'est quelque chose qui est ce qu'elle dit, hein, ça choque, ça sort du quotidien et tout. Et là, genre, ouais, c'est un espace que je traverse tous les jours et là, il y a quelqu'un qui peut mourir dedans. Donc ça choque. Mais c'est clair que c'est. Donc oui, c'est pas banalisé, mais c'est complètement invisible, quoi. Et c'est effectivement des morts anonymes. Donc bon. Mais ouais, non, mais bon, bref, je sais pas, je trouve ça bof, bif bof cette fin. Les démographes s'accordent pour dire que l'évolution la plus remarquable concerne le transfert des décès d'un lieu familier, la maison, à un lieu professionnalisé, l'hôpital ou la maison de retraite. Ça, c'est le truc apparemment qui a le plus changé dans nos sociétés ces derniers temps. On meurt à l'hôpital ou à la maison de retraite. À l'intérieur du cercle familial, l'agonie constitue un moment particulier de la vie. Les premiers indices du trépas à la toilette funéraire, le départ était accompagné par les proches. Dans les années 50, près de 75% des décès... Mais dégagez! Ah, vous arrivez sur un truc joyeux, là. Bonjour! Merci Lydia pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer un petit chat pour vous détendre. Voilà. Ah, tu veux pas? Mais il fait trop chaud, Minou, là. Tu chauffes mes cuisses comme jamais, là. T'es un radiateur à cuisses. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui arrivent. Nous sommes en plein live lecture de sciences sociales. Nous sommes en train de lire sur la mort. Voilà. Donc là, on est en train d'apprendre que la plupart des gens meurent à l'hôpital ou dans une maison de retraite, dans un EHPAD, etc. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Avant, on mourait chez soi, entouré de ses proches. Putain, tu sens bon, hein? Fais sa toilette, là. Pouah. Tu sens très bon, hein? Oui, par contre, tu glisses. Il glisse à cause de la transpiration. Mais ouais, mais il a chauffé mes cuisses, là. J'en peux plus, moi. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On était en train de lire sur la sociologie de la mort, essayer de comprendre comment est gérée la mort dans notre société. C'est pas très bonne ambiance, mais on apprend des trucs. Mais après, on fait un react à C'est pas sorcier et ça sera détente après. Ça sera détente et nostalgie. À l'intérieur du cercle familial, du coup, l'agonie, c'est un moment particulier de la vie. Donc, quand on voyait quelqu'un aller mourir, il était accompagné par ses proches. Dans les années 50, près de 75% des décès intervenaient au domicile. Tu mourrais chez toi, entouré de tes proches, quoi. Concomitant aux progrès médicaux, l'urbanisation, la mobilité et l'éclatement des familles. Donc les familles vivent de plus en plus séparées les unes des autres, c'est vrai, hein, par rapport aux années 50. Il y a une forte mobilité et les gens déménagent beaucoup plus. Les familles qui vivent toutes dans le même village, c'est beaucoup moins le cas. Donc ça a eu pour conséquence un départ des malades et des mourants vers des structures de soins.
La proportion des décès au domicile a diminué bon an mal an jusqu'à atteindre un décès sur 2 au milieu des années 70 quand même. La chute a ensuite été vertigineuse. Des années 70 à 80, en 10 ans, l'hôpital est devenu le lieu où on meurt, tout en restant celui des soins. Une contamination des espaces non sans répercussions. C'est vrai que du coup, les hôpitaux ont dû gérer des morts beaucoup plus que ce qu'ils ne géraient avant, quoi. Je me souviens plus où j'avais lu ça. Une enquête, je crois, qui était à propos de la gestion des SDF décédés lors de la canicule en 2003. Les corps disparaissaient dans la nature, pris en charge de manière quasi mafieuse. Oh, se débarrasser des corps en falsifiant l'identité, en enterrant un mort à la place d'un autre. Oh là là, c'est glauque, hein. C'est horrible. Non mais c'est pour ça de dire que il faudrait pas que ça occulte les autres parce que ça c'est très spectaculaire. Non mais ça occulte rien, la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe quand quelqu'un meurt à la rue, moi la première en fait. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui pourrait mourir dans la rue, je pense que je ne le saurais pas. Je pense pas que ça ferait les grands titres, hein. Un SDF mort dans les rues du 7e arrondissement de Lyon, je suis pas sûre que ça en parle, hein, vraiment. À côté de la gare Jean Massé, sous la gare, il y a un espèce de pont, enfin de structure, on va dire. Il y a des gens qui dorment sous ce pont et ils ont mis des lumières bleues comme ça, là, horribles. Et je me dis toujours, à chaque fois que je passe là, je me dis, il y a quelqu'un qui pourrait être mort dans une tente que je le saurais pas, quoi, en vrai. Enfin, je le saurais pas. C'est vraiment des vies où t'es anonymisé et invisibilisé, quoi. Et les gens, en fait, c'est ça aussi qui est particulier, c'est que du coup, t'as une espèce de brouhaha et de passage constant, vu que c'est un lieu public, mais les gens te connaissent pas et te parlent pas pour autant, donc c'est très particulier. La dénonciation de la solitude des mourants en milieu hospitalier et l'inadaptation des structures de soins face au moment de la mort ne sont pas indépendantes de ces effets de massification. Donc il y a une massification de la mort dans les hôpitaux. Des années 76 à 80, on assiste à un déclin de 20 points des décès au domicile. Un vrai bouleversement. Pas étonnant alors que les personnes nées dans les années 20 à 40, surtout en milieu rural, aient toujours la crainte d'être hospitalisées, voire d'être accueillies en maison de retraite. Parce qu'elles se disent que c'est là qu'elles vont mourir, quoi. Nombre d'entre elles pensent encore aujourd'hui que le fait de quitter le domicile est un signe de non-retour, le signe avant-coureur de la mort prochaine. C'est vrai que mes grands-parents, ils pensent ça. De fait, c'est la première génération qui a accompagné ses parents à l'hôpital et qui les conduisait à la mort, sans la moindre idée de l'échéance fatale en raison de l'absence d'échange sur le diagnostic. Ça, c'est vrai. Hein. Quand ma grand-mère est décédée, ils nous ont pas dit qu'elle allait mourir alors qu'ils savaient qu'elle allait mourir. Il y a vraiment une mauvaise gestion de ce côté-là, parce que du coup, comment est-ce que tu gères ton deuil? Ça devient un choc. Hein. Ouais, non, mais le fait d'annoncer, c'est très compliqué. Hein. Il y a plein de médecins qui le font pas, pour ne pas avoir à gérer. Peu de recherches portent sur les maisons de retraite, lieux où meurent et seront amenés à mourir bon nombre de nos concitoyens. Ce sont en effet les maisons de retraite qui font désormais varier les statistiques. Les décès à l'hôpital connaissent une relative stabilité depuis les années 90. Or, ces maisons de retraite, comme leur nom l'indique, sont avant tout des espaces de vie, même si elles ne sont pas idéalisées par leurs occupants. Certes, ces institutions sont spécifiques puisqu'elles accompagnent la perte d'autonomie, notamment avec les maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes, mais nombre d'entre elles fondent leur projet d'établissement sur le concept de résidence. Pas étonnant alors que la mort ne soit pas au centre, quoique omniprésente. C'est ça. La mort, c'est pas le centre des maisons de retraite non plus, quoi. Même si c'est omniprésent dans le sens où il y a forcément des gens qui y meurent, mais c'est pas le cœur, c'est pas un dispositif qui est là pour l'accompagnement à la mort. C'est avant tout une résidence pour personnes âgées, quoi. Les décès en établissement sont à la fois banals et imprévisibles, davantage encore dans les unités de longue durée. Les occupations des chambres sont rythmées par le nombre des décès. Pourtant, la mort n'est pas inscrite dans l'ordinaire institutionnel. Ça c'est pas... L'institution ne se prépare pas forcément à ça, quoi. Ça fait partie de la banalité du truc, mais en même temps, c'est pas inscrit dans leur fonctionnement. Parce que c'est pas conçu pour ça, à la base. Des bisous, Joupsi, prends soin de toi. Pour payer les maisons de retraite, souvent, il faut vendre sa maison. Oui, donc il n'y a pas de retour à ton domicile de possible. C'est vrai, ça. La mort est vécue comme un non-événement. La plupart du temps, c'est le silence qui entoure la disparition, donc dans les maisons de retraite. Hein. La motivation essentielle de ce silence consiste à préserver le bien-être des personnes hébergées, comme si le fait de rendre la mort clandestine faisait oublier le décès. C'est ça, on passe à autre chose parce qu'on n'a pas envie que les gens pensent à leur propre mort, etc. Rares sont les situations où un pensionnaire entrera en contact avec un corps sans vie.
Protéger les autres, c'est aussi se protéger soi-même, puisqu'au dire même des professionnels interrogés, si les valeurs de l'accompagnement font qu'il est préférable d'assister un mourant, personne ou presque n'a envie de remplir cette fonction. C'est ça. Quand toi, tu travailles là-dedans, t'as pas envie de tenir la main à quelqu'un qui est en train de décéder, quoi. C'est horrible. Si le décès est pensé dans l'organisation des services de soins palliatifs, il en va tout autrement pour les maisons de retraite. Isabelle Malon montre que c'est avant tout une négociation entre le personnel et les résidents qui impulse les modes d'action. Ceux-ci diffèrent donc en fonction des structures et des motivations de chacun. Salut Calvéros. Le constat d'une absence totale de prise en charge est nuancé, chaque histoire singulière pouvant varier de cette situation. Au-delà de l'organisation des services, la mort en institution, si elle suppose une mise en forme en raison de la familiarité du phénomène, ne doit pas faire oublier que les patients eux-mêmes peuvent revendiquer un refus d'être en contact avec l'idée de la mort. C'est ça. Quand t'es soigné comme ça et que t'es dans un truc de soins palliatifs ou une maison de retraite, t'as pas forcément envie de voir les corps des autres, quoi. Donc ça peut être une demande aussi des gens. Sans qu'il y ait un lien causal entre ces différentes situations, le fait que les patients atteints de maladies chroniques souhaitent pour la plupart décéder à leur domicile permet de comprendre comment l'instant de la mort est aujourd'hui intimisé. Ça devient quelque chose d'intime. Mourir à l'hôpital, en institution ou même dans la rue impose une mise en présence de la mort qui dépasse le cadre de l'intime. Or, cette publicisation, ce partage peuvent être vécus comme une entrave à sa vie personnelle, voire une exhibition insupportable dans un tel moment. Oui, en fait, c'est pas... comment on dit ? T'as pas envie d'être visible à ce moment-là, quoi. T'as pas envie que les gens voient ta mort. T'as envie de pouvoir être chez toi, au calme, dans un cadre intime. Là, c'est vulnérable, quoi, de mourir aussi dans un lieu commun. Si la demande de mourir chez soi relève assurément d'un désir de proximité, avec la possibilité de finir ses jours dans un univers familier et accompagné de ses proches, il n'en reste pas moins vrai qu'elle répond aussi à la volonté contemporaine de ne pas être vue et de ne pas imposer son départ. Ouais, tu veux pas que ça se fasse du tout sous le regard des autres. Alors que dans les sociétés traditionnelles, la mort est une affaire publique qui engage toute la communauté, l'exposition du mort au milieu de l'assistance est une règle à peu près générale. Le mort peut lui-même présider à ses funérailles. Ah, c'est ça. Là, il y a un espèce... Je cherche le mot, là. C'est pas voyeuriste, mais je veux dire... pas prude non plus, mais le truc de vouloir que ça soit intime et dissimulé, que ça se fasse pas sous le regard des autres. Alors qu'avant, c'était un truc public. Oui, je vais me faire de l'argent. Je pense que c'est très particulier. Ouais, ça, le rapport à la mort, il a complètement changé. Pudique, ouais, je sais pas. Je cherchais un autre mot qui commençait par un V. Merci Calvéros pour le sub offert, merci beaucoup. Dans une maison de retraite où je travaille, 156 personnes, on est à 3-7 décès par mois en moyenne, donc c'est malheureusement assez commun. Oui, bien sûr. Les violons. Ouais, non, ouais. Non, mais c'est pas voyeuriste, je sais plus. Écoutez, écoute ça. Donc ça, c'est le retour historique sur l'espérance de vie, machin. Très bien. Et espérance de vie différente en fonction de ton genre aussi. Hein. Ah voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Cause des décès, qui meurt de quoi, à quel âge? Je regarde de quoi on meurt et à quel âge et tout ça. Inégalité face à la mort, voilà, c'est ça. Bon là, on a des statistiques. Hein. Des décès évitables. Là après, c'est sur les conclusions. Je regarde ce qu'on a le temps de faire aujourd'hui et ce que je garde pour plus tard, hein, s'il y a besoin. Ok. Je vais garder sur les inégalités. Parce que les autres trucs, on l'a déjà vu. Le fait qu'il y ait une baisse de la mortalité infantile, donc les bébés et les jeunes, les enfants meurent moins. Ça, on le sait. Augmentation de l'espérance de vie et les femmes vivent plus longtemps, ça, on le sait aussi. Donc après, là, les causes de décès. Pendant des millénaires, l'espérance de vie est restée stable autour de 25-30 ans. Quand bien même les causes de mortalité différaient, les conséquences étaient identiques. Il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle en Europe pour qu'une nouvelle ère débute. Véritable transition démographique, cette période a ouvert la voie de la modernité, avec en parallèle la révolution industrielle. Cette mutation est bien connue des démographes. Cependant, les progrès de la connaissance et des indicateurs toujours plus fins permettent de saisir les variations les plus infimes, servant à établir un tableau pertinent de la situation actuelle, en particulier des causes de décès. Il y a bien un paramètre sensible sur lequel les pouvoirs publics se penchent, c'est celui-ci.
L'enregistrement des causes médicales de décès est principalement motivé par la prévention. Identifier et quantifier les causes de décès sur lesquelles il est possible d'agir pour diminuer la mortalité évitable. Donc voilà, on fait des recherches sur de quoi on décède, comment, machin, pour justement pouvoir essayer d'éviter les morts potentielles. Le rapport à la mort dans les cas sur les voies de train, on entend vraiment le pire manque d'empathie. Oui, parce que c'est lié aussi à une banalisation il y a toujours des problèmes de transport liés à ça. Et du coup, les gens pensent à eux et à leurs problèmes perso, quoi. Soyez maudits! Merci Vanillil pour les 58 mois de soutien. Putain, je mange des poils de chat, là. Au secours. Donc, les statistiques sur les causes du décès, c'est récent. Ça date de 1925. Mais c'est de plus en plus précis. Donc, on va voir ça ensemble. De quoi meurt-on? La mort a changé de visage. Les facteurs de morbidité ont très nettement évolué dès le 19e siècle. La révolution industrielle, assortie des progrès de la médecine, a eu une incidence remarquable sur certaines affections. Les famines et les épidémies de l'Ancien Régime ont été remplacées par d'autres maux tout autant mortifères, mais dont les profils épidémiologiques différaient. Il y a eu par exemple la tuberculose, la syphilis et l'alcoolisme. Au XXe siècle, la situation ne cesse d'évoluer, mais conformément à ce qui a été dit précédemment, la plus grande circonspection doit être adoptée à l'égard des statistiques du début du siècle. En 1925, la proportion de décès de causes inconnues avoisine les 40%. Ah oui, d'accord. Hein. Alors que dans les années 80, c'est que 5% de décès inconnus. Donc on a vachement affiné nos connaissances sur les causes de la mort, quoi. Le trait le plus marquant, il y a une baisse spectaculaire des maladies infectieuses, notamment tuberculose et pneumonie. La grippe ayant une courbe hachée, donc ça dépend. Si un affaissement était constatable avant la guerre, on observe une division par 5 du nombre de décès occasionnés par les infections. Jusqu'alors, cette cause de mortalité représentait près d'un tiers des décès. Elle ne concerne ensuite que 1 cas sur 10 dans les années 70 et elle arrive au 3e rang après la dégénérescence et les tumeurs. À la différence des infections, la mortalité par tumeur ne varie guère à l'échelle du siècle, mais devient l'une des premières causes de mortalité en raison de l'effacement de certaines maladies. Donc en gros, il n'y a pas plus de gens qui meurent avec des tumeurs, mais juste, comme les autres types de décès, ça baisse, bah ça devient la cause la plus importante, même s'il n'y a pas plus de morts liées à ça, quoi. La dégénérescence, quant à elle, se maintient à plus de 40% jusqu'aux années 80. Sachant que rentrer dans cette nomenclature, désormais obsolète car trop générale, les maladies de l'appareil circulatoire, du cœur, de l'appareil respiratoire, du système nerveux, du cerveau, du tube digestif, de l'appareil urinaire. Oui, en fait, tout. Y rentrer tout dans dégénérescence, c'est tout. C'est quand ton corps te lâche, la dégénérescence. Tu peux mourir de n'importe quoi. Avec les comorbidités, il doit y avoir des cas où c'est compliqué de définir une raison principale à un décès. C'est clair, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, on voit que sur les infections et les parasites, en 1925, c'est 29% des cas de décès, par exemple. Et à la fin, c'est plus que 8% en 1980, 78-80. Donc on voit quand même que voilà. Très bien. Le diabète augmente, par contre. Les évolutions récentes sont sans conteste le fruit de la prévention des maladies cardiovasculaires. Les maladies de l'appareil circulatoire ne cessant de baisser, surtout chez les hommes, plus affectés par ce type de mortalité. Les tumeurs, elles, augmentent et font l'objet d'une attention toujours plus importante des pouvoirs publics. En même temps, si on mangeait pas de la merde, si on détruisait pas notre environnement, si on respirait pas de la merde, oui, on va tous crever de tumeurs. Hein. Ça fait des mutations. Tout notre environnement et ce qu'on ingurgite nous mène à des mutations, quoi. En mars 2003, Jacques Chirac inaugurait un plan cancer qui avait pour triple objectif la prévention, le dépistage, les soins et l'humanisation de la prise en charge, la recherche. On peut également noter la baisse des causes externes, notamment les accidents automobiles, aboutissement de la prévention et de la politique de répression. Donc il y a moins d'accidents, mais il y a plus de cancers. Inégalité face à la mort. Néanmoins, il est sans intérêt de glosser sur de tels résultats sans les faire varier selon l'âge, le sexe, variables précieuses pour étudier les causes de décès. Mais il n'y a pas de la classe sociale là? À quoi ça sert sur la classe sociale? Par exemple, les accidents. Ils ne baissent pas chez les gens de classe populaire en zone rurale qui font des trajets quotidiens en voiture sur des départementales de merde où il n'y a aucune visibilité et ils crèvent comme ça. Donc,
C'est pas possible là. Il nous faut des statistiques plus affinées. Si certaines maladies sont exclusivement masculines, comme les tumeurs de la prostate, ou féminines, comme tumeurs de l'utérus ou de l'ovaire, oh là là, c'est si binaire, hein. D'autres sont sexuées alors qu'elles pourraient toucher indifféremment hommes et femmes. Les inégalités de genre sont à la fois dues à des pratiques différenciées à l'égard de l'alcool, du tabac, mais aussi des différences de constitution physiologique. L'accidentologie est avant tout masculine. La plupart des gens qui meurent sur les routes, du coup, sont des hommes. 4000 décès sur les routes pour les hommes, 1300 chez les femmes. Le suicide, 7800 décès chez les hommes se suicident plus que les femmes, 2800 chez les femmes. La toxicomanie, 141 décès chez les hommes, 28 chez les femmes. Ça, on en a déjà parlé, c'est disponible dans la lecture Boys Don't Cry, les coups de la domination masculine. C'est dispo sur la chaîne de Rediff si jamais on a déjà parlé un peu de tout ça. Et approfondi sur pourquoi. Parmi les décès prématurés, ceux qui touchent les moins de 65 ans, la baisse des maladies circulatoires est frappante. Tandis que les tumeurs augmentent largement. Le cancer du poumon et le cancer du sein sont deux maladies les plus fréquentes. Malgré tout, les décès prématurés découlent fréquemment de comportements dits à risque, alcoolisme, tabagisme, accidents de transport et suicide. En conséquence, nombre d'entre eux sont évitables. Évitables. Les comportements à risque, c'est aussi pour se sauver de cette société de merde. Donc évitable, je sais pas. C'est bon. Écoutez, c'est très global comme statistique. Ça part de 1820 jusqu'à 2005. C'est très global, c'est pas très précis. Il faudrait une étude beaucoup plus micro, je pense, là, pour avoir quelque chose d'intéressant à en tirer. Parce que là, du coup, c'est pas très approfondi, malheureusement. Hein. Accidents et cancers sont désormais les bêtes noires, les derniers remparts qui rappellent que la mort n'affecte pas seulement les personnes âgées. Le suicide étant bien souvent oublié, bien qu'il touche toutes les générations. La figure de l'épidémie a quitté l'ère occidentale pour refaire surface de manière spectaculaire avec le sida. Et le Covid maintenant, ouais. L'épidémie contemporaine, elle a réveillé de vieux démons tout en reconfigurant au temps présent. Moins mortifère que les prévisions ne laissent entendre pour le territoire français, la maladie n'en continue pas d'affliger les consciences. N'en continue pas moins d'affliger les consciences. La peur reste latente, même si l'apparition des trithérapies a eu tendance à faire entrer l'épidémie dans le registre du soin. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait aucune mention de la classe sociale. Quand même une sociologue, elle nous dit pas qu'on n'est pas égaux face à la mort, les accidents de la route. Je rappelle, c'est quand même majoritairement les classes populaires en zone rurale, quoi. Je suis d'accord de dire que ces morts-là sont évitables. Je trouve ça dommage. Ça met sous le tapis les déterminismes sociaux. Ils foulaient, ils roulaient vite, ils dormaient peu. Bah typiquement, tu vois, sur les prises de risque, ce n'est pas... Enfin, tu vois, sur les comportements à risque qui mènent à des décès prématurés, c'est surtout des hommes et des hommes de classe populaire, notamment parce que c'est le mode de sociabilisation masculine qui est promu. Le fait de beaucoup boire, de prendre la route et le volant et de capable de tenir le coup. C'est un truc très important de tenir le coup quand on est un homme et t'es capable de conduire même après avoir picolé. Et ça, c'est notamment chez les classes populaires, en fait, qui sont beaucoup plus à risque, notamment parce que leurs métiers sont aussi beaucoup plus à risque. Et du coup, il peut y avoir plus d'accidents de travail aussi, et des morts liées à ça. Donc bref, de dire que c'est évitable s'il y a des politiques publiques qui vont en ce sens et qui aident à se sortir des normes de genre, par exemple. Mais là, comme ça, de dire... ça, je trouve que la manière dont c'est... formulé, c'est pas très approfondi, donc au final on en ressort qu'un truc de ah bah il avait qu'à pas fumer, il avait qu'à pas boire, il est qu'à pas prendre le volant après. Enfin tu vois, il y a un truc c'est un peu individuel quoi, de il avait qu'à pas faire ça, je trouve. Mais ça je pense pas qu'elle pense ça, mais je pense que le fait que ça soit pas approfondi et juste balancé comme ça donne cet effet. Bon, malheureusement. Et après le fait qu'il n'y ait pas les classes sociales qui soient mentionnées. Parce que vraiment, on ne meurt pas des mêmes choses et on n'est pas pris en charge pour être soigné de la même manière en fonction de notre classe sociale. Elle a juste parlé des gens à la rue. Il n'y a pas que les gens à la rue qui ne sont pas pris en charge de la bonne... de manière adéquate. Donc bon. La mort frappe donc inégalement et certaines affections émeuvent plus que d'autres. Il reste cependant difficile d'avoir accès à certaines statistiques, soit parce qu'elles sont interdites, comme les statistiques ethniques, soit parce qu'elles sont éclatées. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas parce que les statistiques ethniques ne sont pas là que tu peux pas faire un truc par classe sociale, par exemple. Là, il manque des choses quand même, il manque des choses, hein. Aïe, aïe, aïe. Salut Sidouska, on parle de la mort.
La drogue, ça découle aussi des politiques publiques répréhensives qui criminalisent les individus. Ouais, bien sûr, non mais oui, bien sûr. Ça dépend beaucoup de notre organisation en tant que société, quoi. Tu ferais pas la sociologue qui raque sur un sujet parce que tu es pointu sur un sujet et pas elle? Alors déjà, je suis pas sociologue. Et ensuite, bah, vous avez vu tous les travaux qu'on lit ensemble. En général, quand même, les caractéristiques sociales, elles sont prises en compte, notamment la classe sociale, quoi. Parce que c'est pas la même chose de vivre en étant pauvre que de vivre en étant riche. Hein. Ça, c'est un fait. Hein. Donc ça, je suis désolée, elle est sociologue, elle le sait aussi. Hein. Ça fait partie de sa formation aussi. Donc non, je suis pas plus pointue qu'elle. Ça fait partie de la formation de base, à moins qu'elle ait sauté ça et là, mais je crois pas. Je pense que juste, bah, elle a pas pris en compte ce truc-là, elle avait pas le temps, elle a pas cherché. Mais pour moi, elle devrait le dire. Tu vois, tous les travaux qu'on a lus, quand ils disent on n'a pas ces données-là, là par exemple, elle le dit. Les statistiques ethniques, on n'a pas. Mais elle dit pas. Enfin, là, c'est juste passé sous silence un truc. C'est. Moi, je voulais savoir de quoi meurent les riches, exactement. Salut to old Nike Monoy. Merci Luc Dunham pour les 40 mois de soutien, merci beaucoup. Soyez maudits! Enfin, vous savez, des fois, il manque des trucs hein, dans les travaux de recherche. Hein. Il y a des œillères où il y a des angles morts, ça arrive. Hein. Mais là, bon, du coup, je suis un peu triste. Je suis un peu sceptique. Il est par exemple ardu de mesurer l'impact de la pénibilité au travail et l'exposition à des risques professionnels sur les causes de mortalité. Bah oui, parce que la médecine du travail fait pas son travail aussi sur ça, donc bon. Oui, je suis d'accord qu'on dirait une sociologue de droite, du coup. Je suis assez d'accord. On dirait une pragma. Ça se trouve, elle est pragma? Oh, ça se trouve, elle est pragma. C'est quoi son nom? J'ai oublié. Gaëlle? Ah, je suis pas sur le bon. Oh, elle est de Lyon. Centre Max Weber, c'est à Lyon. Mais du coup, elle a fait dynamique des systèmes funéraires en temps de crise et en temps ordinaire. Octobre 2017, Université Lyon 2. Donc elle a passé sa HDR, son habilité à diriger des recherches à Lyon 2. À Lyon 2, il y a beaucoup de pragma. Donc en gros, c'est pas des bourdieusiens, ils aiment pas Bourdieu. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ça expliquerait beaucoup de choses. Mais je la connais pas. Je l'ai découvert en cherchant comme ça des choses sur le vieillissement. Mais du coup, ça serait possible. Hein. Là, il n'y a pas sa thèse. Il y a beaucoup de choses, mais il n'y a pas sa thèse. Il y a plusieurs courants, en fait, en sociologie. Et typiquement, j'ai un peu de mal avec les pragmas. Mais elle a l'air d'être... C'est une socio-anthropologue. En tout cas, à Lyon 2, c'est un gros courant qu'il y a. Et c'est pour ça que j'étais bien en sciences politiques. Mais bon, à voir. Elle a parlé des féminicides et des violences policières. Non. Non, après, là, c'est pas l'angle non plus. Hein. On était en train d'essayer de parler de la base de comment est-ce que c'était géré la mort pour les personnes âgées aussi. Donc bon. Bien souvent, c'est une analyse par secteur professionnel et niveau d'exposition qui est requise. Donc en fonction de ton secteur professionnel, est-ce que tu es exposé à des risques, etc. Ce n'est qu'avec le décompte des maladies professionnelles qu'il est possible de préciser le fossé entre les professions. Ouais, mais le fossé entre les professions, c'est encore quelque chose de différent que le fossé entre les classes sociales, quoi. Les mineurs, même s'ils n'existent plus en activité en France, savent quel prix ils ont payé à la mine. Nombre d'entre eux souffrant encore de la silicose. Les ouvriers du bâtiment ont quant à eux un taux d'accident nettement supérieur à la moyenne et certains ont été contaminés par la manipulation de produits amiantés. Les serveurs, durant de nombreuses années, ont été exposés au tabagisme passif. La liste est longue et devrait quitter son statut d'énumération pour donner lieu à des études plus poussées. Même s'il est difficile de produire de telles données chiffrées comparatives, l'étude des vulnérabilités sociales devrait se développer dans les années à venir. Mais comment se doter d'indicateurs fiables? Quelle est l'espérance de vie d'un SDF qui, depuis l'adolescence, survit à la rue? Les associations telles que la Fondation Abbé Pierre et les Morts de la rue estiment à 48 ans. Mais qu'en est-il réellement?
De même, quelle est aujourd'hui l'espérance de vie d'un marin-pêcheur, d'un ouvrier zingueur, d'un manœuvre dans le bâtiment, d'une caissière dans un hypermarché? Outre les outrages de la maladie qui rendent certains individus fragiles dès leur plus jeune âge, les facteurs de vulnérabilité existent et se multiplient pour certains. Si les uns émeuvent, la maladie étant dans ce cas perçue comme profondément injuste, les autres sont moins visibles et surtout peu dissibles, puisqu'ils impliquent une reconnaissance sociale et parfois une indemnisation. Ce n'est que sous le feu de la rampe qu'elles surgissent parfois avec leur lot de polémiques. Fait particulier, elles ne franchissent pas toujours le cap d'une mobilisation épisodique sans faire le sens d'une analyse globale. Bon bref, blablabla, elle parle des professions, et donc là elle dit qu'elle a pas les données quoi. Elle dit qu'elle n'a pas les données, c'est pour ça qu'elle parle pas en termes de classe sociale, c'est qu'elle dit on sait pas. Il y a sûrement des espérances de vie qui sont différentes en fonction du métier que tu exerces. Mais en fait, profession, c'est réducteur. Parce que c'est pas plus fort la profession. La profession, c'est un des éléments. Mais la classe sociale, ça ne permet pas d'avoir juste... Ça permet de ne pas avoir juste ta profession. Ça permet aussi d'avoir des informations sur où tu vis. Parce que là, on n'en parle pas, mais où tu es localisé. Dans quel endroit tu vis et tu grandis. Il y a des gens qui partent avec moins de chance que d'autres. Notre environnement est pollué et les pauvres vivent aussi dans des quartiers pauvres dans lesquels il y a des problèmes spécifiques, il y a des maladies spécifiques aussi. Et ça, depuis des siècles. Hein. Les historiens travaillaient aussi là-dessus, sur les quartiers pauvres, où est-ce qu'ils étaient situés par rapport aux industries. Mais dégagez! Et à la pollution des usines. Donc, entre autres, il y a plein d'autres trucs, mais voilà. Merci Sweetberry pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue. On était en train de parler du fait que bah voilà, on n'a pas la même espérance de vie en fonction de notre classe sociale. Moi, je trouve que la profession, ce n'est pas un critère qui suffit. Parce que oui, bah tu vas pas avoir la même espérance de vie, effectivement, si t'es caissière ou si t'es ouvrier du BTP, sûrement. Mais au-delà de ça, si on va plus loin que ça, c'est où est-ce que tu vis, quel est ton environnement, qu'est-ce que tu manges, tu vois, si tu prends en compte la profession et pas la classe sociale, parce que la classe sociale, ça permet aussi de voir les habitudes et les routines de vie, notamment les habitudes alimentaires. Et on sait très bien que tu te nourris pas de la même manière et pas avec les mêmes produits selon ton niveau de vie. Donc la profession, ça suffit pas. Bref. Là, il nous manque beaucoup de données, quoi. Bon, elle va parler des décès évitables, justement. Selon un rapport de l'OMS intitulé « Prévenir les maladies par des environnements salubres vers une évaluation de la charge des maladies environnementales », donc c'est ça, où est-ce que tu vis, 13 millions de décès dans le monde seraient évitables et sont liés, du coup, à l'environnement. Causés par des expositions environnementales comme une consommation d'eau impropre, des combustibles polluants, ces maladies telles que les diarrhées ou le paludisme pourraient être sinon éradiquées ou du moins enrayées. Donc ça, c'est à l'échelle de la planète, hein. Les décès liés à l'alcool, ça c'est en France. En France, les décès liés à l'alcool, c'est entre 25 000 et 60 000. Pouah. C'est autant que le tabac. 60 000 pour le tabac, là. Mais elle dit que c'est des décès évitables, encore une fois. Hein. Elle parle de ça. 20 000 accidents de la vie courante, chute, brûlure. Ah ouais. 1900 décès liés à une mauvaise qualité de l'air. Ouais. Bon, écoutez, je suis pas hyper transcendée par ce qu'elle me raconte. Le suicide, c'est très stable, le taux de suicide en France, entre 1980 et 2005. Je suis pas... Par contre, vous voyez les accidents. Vous voyez, quand il y a une politique publique qui se saisit des sujets, vous avez vu ? Il y a eu des véritables politiques publiques de prévention et de rapport à la route qui ont été faits pour éviter les accidents de la route. Et c'est divisé par 2 entre 1980 et 2005. Alors que le suicide, il n'y a rien qui est fait, c'est stable, par exemple. Mais l'alcool, par exemple, il n'y a rien qui est fait et c'est toujours aussi important que la cigarette. Donc, bon. La qualité des voitures aussi. Bon, à part le fait de mettre une ceinture, je vois pas trop là. Hein. La qualité des voitures, ça dépend vraiment de... Enfin, mes parents, ils roulent toujours avec de la merde. Hein. Ça dépend vraiment encore de tes moyens, quand même. Les voitures se déforment pas pareil en cas de choc. Oui, mais ça, du coup... Tu veux dire, toutes les voitures, même bas de gamme, aujourd'hui, elles ont augmenté. Parce que mes parents, ils roulent avec des voitures qui sont vieilles, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas, j'y connais rien en caisse. Hein. Ouais, elle a parlé de la mortalité liée à la criminalité, c'est très stable, c'est 5%.
5% des gens qui meurent, c'est lié à ça. C'était plus haut. On l'a vu quelque part, il y avait un tableau. Je vous l'ai pas dit à voix haute, mais... Espérance de vie selon la profession. Ah bah voilà. Mais ça suffit pas non plus, ça. Homme de 35 ans. Je sais plus, je suis perdue dans les tableaux, j'en ai marre. Je suis passée de cadre dans les télécoms à ouvrier boucher, il n'y a pas de débat sur la durée de vie. Salut Loud. Ah bah je sais pas où c'était, mais je l'ai vu quelque part, ouais. C'était 5% il me semble. Bref, on en était là. Tac, tac, tac. Il est vrai que la prévention se niche dans des espaces où les taux de morbidité sont parfois faibles, mais spectaculaires quand ils surviennent. Cette logique de vie sauvée ou de mort en moins ne doit pas occulter le fait que pour être entendu, ces campagnes de prévention, donc là sur la route, doivent être audibles, c'est-à-dire rejoindre des préoccupations sociétales, communautaires ou particulières. Oui, il suffit pas de faire de la prévention, il faut que ça entre en caisse de résonance avec ce que les gens vivent pour que ça fonctionne, quoi. En tout état de cause, cette politique de prévention des risques est une des évolutions contemporaines du rapport à la mort. C'est l'un des trucs qui a beaucoup changé dans notre rapport à la mort, quoi. Le fait de faire de la prévention routière. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce texte parce que je ne suis pas transcendée. C'est juste des statistiques globales et c'est pas ultra approfondi. Ça permet de voir des évolutions sur des gros facteurs. Mais moi, c'était le truc plus contemporain qui m'intéressait. De savoir qu'on a quand même globalement un meilleur accès aux soins, qu'on a de plus en plus de données... bon, qu'on fait de la prévention sur les trucs de la route, écoutez, c'est pas non plus en... Voilà. C'est pas non plus le truc qui va me bouleverser, vous voyez. Mais voilà, on a quand même appris des trucs intéressants, je trouve, dans l'introduction aussi, sur notre rapport à la mort. Moi, le truc qui m'a intéressé, c'est de savoir que dans les années 50, la majorité des gens mouraient chez eux. Et que maintenant, les gens meurent en hôpital ou en maison de retraite, quand même. Et les gens ne meurent plus chez eux. C'est quand même hyper intéressant ce truc-là. La manière dont c'est pas géré aussi. Mais voilà, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin sur ce travail-là. J'irai lire d'autres trucs qu'elle a fait pour vérifier. Mais je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin là-dessus. Et qu'on ira plutôt sur les vieilles la semaine prochaine. À voir ce qu'on a envie de faire. Mais la semaine prochaine, on verra peut-être sur les vieilles. Et comment la vieillesse est différenciée en fonction du genre. C'est ça, on ne veille plus sur nos morts nous-mêmes. C'est des professionnels de la santé qui le font. C'est ça. Est-ce qu'on se ferait pas un petit react à un petit C'est pas sorcier, la team? Les vieux comme les jeunes... non, les vieux comme les jeunes. Les vieux mouraient... On parlait des vieux, hein, quand on disait que... Les vieux mouraient chez eux. Les vieux mouraient chez eux. T'as 2 minutes pour nous expliquer les courants de la socio? Ah bah bien sûr, j'ai que ça à foutre. De vous faire les 3 premières années de licence, là, comme ça, résumé. En 2 minutes! Bourdieu en 2 minutes! C'est possible? Non, bah écoutez, tapez sur internet si vous avez envie. Peut-être qu'on fera des lectures spécifiques là-dessus, mais ça ne se résume pas comme ça aussi facilement. C'est juste que, effectivement, il y a des gens qui sont assez critiques du travail de Bourdieu, qui, globalement, je trouve qu'il manque beaucoup de choses dans ce qu'ils font, les pragmas. En fait, comme le nom l'indique, quoi. Ils sont pragmatiques, ok? Et donc, du coup, ils ont tendance à se centrer beaucoup sur le contexte et à creuser beaucoup moins les déterminants sociaux. Et donc, il manque des données, quoi. Il manque des données. Il se passe à l'instant T. C'est très important de centrer sur la discussion qu'il y a en ce moment même, ce qui est en train de se voir là devant nous et ce que le sociologue va pouvoir mesurer. Mais du coup, il y a beaucoup moins d'intérêt qui est porté à la biographie de la personne, à son parcours de vie, mais à celui aussi de sa famille. Et du coup, on perd beaucoup de choses pour moi. Donc, voilà. Bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, YouTube, c'est pas sorcier. Voilà. J'ai fermé la chaîne tout à l'heure. Bah, un déterminant social, par exemple, c'est... je suis une femme, t'es un homme. On va pas vivre les mêmes choses, on va pas avoir la même expérience de vie, tu vois. Mon travail, c'est d'être employé dans un bureau. Ton travail à toi, c'est d'être ouvrier du BTP. Et tu viens d'une famille, par exemple, où tous les gens étaient travaillaient dans la maçonnerie ou le bâtiment en général.
les hommes de ta famille, bah tu vas pas avoir le même vécu, tu vas pas avoir potentiellement les mêmes maladies qui vont se développer aussi, tu vois. Il y a plein de choses que tu vas pas vivre de la même manière. Donc c'est ça un peu les déterminants sociaux. C'est des choses qui nous... Des catégories un peu qui nous dépassent, mais qui vont faire qu'on va pas avoir la même expérience de vie que tout le monde. Et sur lesquelles on n'a pas de prise, tu vois. J'ai pas choisi, par exemple, mon orientation sexuelle, mon genre. Enfin, tu vois, c'est pas des choses forcément qu'on choisit. Et la manière dont on est perçu non plus. Alors, je vous propose un petit react, un petit C'est pas sorcier pour se détendre. Je suis transparente avec vous, hein, quand j'aime pas trop le travail de quelqu'un ou je trouve que ça va pas très loin, bah j'arrête de lire parce que en fait ça arrive tout le temps avec des chercheurs et chercheuses qu'il y a des choses qui marchent pas ou ça va pas, c'est pas exactement ce que je recherchais et c'est pas juste pour valider ce que je pensais parce que là je pensais rien, tu vois, la sociologie de la mort j'y connais rien, mais quand il manque des trucs ou que je considère que là ça va, enfin vraiment on tourne en rond, bah j'ai pas envie de perdre mon temps non plus quoi. Je pense qu'il y a d'autres chercheurs qui font des trucs intéressants mais peut-être plus en anthropologie ou sur d'autres composantes. Mais voilà.